Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. 3 jours seulement après son arrivée triomphale en Côte d'Ivoire, l'ancien président Laurent Gbagbo a annoncé son intention de divorcer avec son épouse Simone Yvette Gbagbo. Ce qu'on peut déjà dire est que l'histoire de ce couple se confond à celle de la Côte d'Ivoire de ces 50 dernières années. Marié depuis janvier 1989, le couple s'est rencontré en 1973 durant la période de clandestinité au sein de la gauche ivoirienne. Il faut reconnaître que leur histoire d'amour a marqué la Côte d'Ivoire et sa vie politique. Divorce annoncé donc de Laurent et Simone Gbagbo. Mais quel impact cela pourrait avoir sur la vie politique en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Aussi, quel avenir pour le Front populaire ivoirien? Suivons maintenant le décryptage de la situation par le président Bandakani et d'autres panélistes qui sont sur le plateau de DBS, la télévision panafricaine. Suivons. Côte d'Ivoire, divorce annoncé de Laurent et Simone Gbagbo, quelles conséquences au sein du FPI, le Front populaire ivoirien? 3 jours après son arrivée triomphale en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo annonce son intention de divorcer avec son épouse Simone et Yvette Gbagbo. Eh bien, messieurs, voici ce que l'on sait de ce couple dont l'histoire se confond à celle de la Côte d'Ivoire de ces 50 dernières années. Marié en janvier 1989, le couple s'est rencontré en 1973, durant la période de clandestinité au sein de la gauche ivoirienne. Leur histoire commune a marqué la Côte d'Ivoire et sa vie politique. Ils ont enduré ensemble les années de braise sous Houphouët-Boigny, à l'époque du parti unique. Ils ont également été dans l'opposition ensemble sous Henri Konan Bédié et ont accédé au pouvoir tous ensemble en 2000, après des décennies de lutte, lui comme président et elle comme première dame et surtout comme grande dame. De retour dans son pays, 10 années après sa déportation, l'ex-président Laurent Gbagbo a déposé au tribunal d'Abidjan une demande de divorce après 32 ans de mariage et près de 50 ans de relation avec Simone et Yvette Gbagbo. Le communiqué signé de son avocat, Maître Claude de Maintenon, donne la raison de ce recours en justice en ces termes. C'est en raison du refus réitéré depuis des années de Dame Simone et Yvette de consentir à une séparation amiable que Laurent Gbagbo s'est résolu à saisir ce jour le juge des affaires matrimoniales du tribunal de première instance d'Abidjan d'une demande de divorce. L'avocat ajoute qu'une séparation amiable aurait pourtant représenté la voie du règlement approprié à leur statut personnel et politique réciproque. Il était par ailleurs indiqué dans le communiqué de Maître Maintenon qu'il ne sera fait aucun commentaire de cette annonce. C'est donc silence radio depuis de la part de Laurent Gbagbo sur cette affaire. Mais la grande interrogation, c'est pourquoi? Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant après un retour triomphal? Que deviendra le Front populaire ivoirien après ce divorce? Eh bien, il ne faut pas également oublier que le FPI a fait les beaux jours de la politique ivoirienne. Il reste que Simone Gbagbo est toujours vice-président du FPI, le Front populaire ivoirien, et elle a toujours prôné une ligne assez dure, refusant par exemple le compromis avec les autorités ivoiriennes tant que son mari ne regagnait pas la Côte d'Ivoire. Elle persiste, elle insiste et elle signe. Considérée comme moins populaire que son mari, elle a toujours de forts soutiens au sein de ce parti et la séparation avec son mari pourrait conduire à une confrontation politique interne, ce que beaucoup d'Ivoiriens ne veulent pas. D'ailleurs, elles sont nombreuses, les femmes ivoiriennes qui m'ont appelé ces derniers jours pour me faire comprendre qu'elles ne sont pas du tout d'accord avec Laurent Gbagbo. De Montréal, en passant par les États-Unis, en passant justement par la Côte d'Ivoire et sans oublier la Guinée, elles sont nombreuses les femmes qui sont levées pour dire non à ce divorce. Par ailleurs, selon l'analyste politique Sylvain Guessant, Laurent Gbagbo pourrait y laisser des plumes. Rappelons que c'est en 1982 que Laurent et Simone Gbagbo vont finalement créer dans la clandestinité le Front populaire ivoirien avec Abdourahmane Sangaré, paix à son âme, grand homme d'ailleurs de la politique ivoirienne, Émile Bogal Doudou, Assoua Adou, Pascal Kokora et Pierre Kipré. Ce regroupement d'opposition sera érigé en parti politique en 1988 et officiellement reconnu en 1990 après le discours de la bolle de François Mitterrand et surtout avec l'avènement, nous dit-on, du multipartisme. Militante de la gauche, responsable politique et de premier plan et épouse de Laurent Gbagbo, Simone Gbagbo est une première dame atypique.
Elle n'est pas comme les autres. Dès l'accession au pouvoir de son mari en 2000, celle que ses sympathisants appellent affectueusement Mama Simone ou la lionne abourée, du nom de cette ethnie du sud de la Côte d'Ivoire à laquelle elle appartient, joue un rôle politique durant la présidence de son mari. En 2002, une rébellion éclate dans le nord de la Côte d'Ivoire. Le FPI doit de nouveau se battre pour garder le pouvoir. Et dans cette lutte, Simone Gbagbo occupe une place de choix. Elle est au cœur des mécanismes de prise de décision et mobilise les bases pour obtenir un soutien populaire. Elle qui fut chargée de la formation politique des militants lors de la création du Front populaire ivoirien retrouve donc la reine. Son style de vie simple pour une première dame va lui permettre de se fondre dans la masse. Lors de rassemblements politiques durant cette période, c'est elle qui lance des messages politiques aux allures messianiques auprès des jeunes et des femmes immobilisées dans les milieux religieux. Elle est cette femme politique qui sait mener son mari à bon port où il doit diriger un grand bateau, et le grand bateau, c'est la Côte d'Ivoire. Simone Gbagbo est omniprésente sur l'échiquier politique durant la crise. C'est ce qui poussera le secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan de l'époque, à l'inviter lors des travaux sur la Côte d'Ivoire en cas de blocage dans la mise en œuvre des décisions concernant la Côte d'Ivoire. L'ancien patron de l'ONU reconnaissait ainsi l'influence qu'elle avait sur son époux. Est-ce cette dame de fer qui va être remplacée par une bimbo sortie de nulle part et présentée par les Français comme étant l'épouse du président Laurent Gbagbo? Simone Gbagbo, femme courage qui n'a pas hésité à s'attaquer ouvertement à la France et aux Nations Unies, taxée de soutenir le président Alassane Dramane Ouattara. Les nombreuses négociations et surtout médiations pour que Laurent Gbagbo cède le pouvoir sont vaines car elle va déclarer au fort qu'elle veut la liberté entière et totale de son mari. Alors que les combats se rapprochent d'Abidjan, elle reste auprès de son époux dans un bunker du palais présidentiel. Elle sera humiliée en Mondovision parce qu'elle croit en une autre Côte d'Ivoire débarrassée de la France prédatrice. Mais messieurs, comme dernière nouvelle qui nous vient de Le Griotte, d'ailleurs, un site d'information, eh bien, on annonce la réconciliation aujourd'hui, messieurs, depuis hier, entre Simone Gbagbo et Laurent Gbagbo. On nous dit ça, en fait, avec ce site d'information, Le Griotte, que le couple Gbagbo en tribunal de première instance du plateau hier pour rencontrer le juge suite à la procédure de divorce annoncée dans les médias. Les deux parties seraient revenues à de meilleurs sentiments. C'est ce qu'on nous fait savoir. On va d'ailleurs pousser le bouchon un peu plus loin en faisant savoir justement à nos téléspectateurs si c'est réellement vrai qu'ils se sont remis ensemble et qu'ils ont décidé, eh bien, d'enlever en tout cas de leur tête de divorcer. Président Balakani, voilà la situation, on le sait haut et fort. Nous parlons aujourd'hui de la Côte d'Ivoire et surtout du divorce annoncé de Laurent et Simone Gbagbo. Quelles conséquences même au sein du Front populaire ivoirien? C'est justement le problème aujourd'hui car beaucoup d'Ivoiriens, et sans oublier de sympathisants hors de l'Afrique et surtout à l'intérieur de l'Afrique, pensent qu'il ne faudrait pas que Simone et Laurent Gbagbo se séparent. Mon cher gosse, votre sujet de ce matin et la manière dont vous l'avez positionné est très complexe. Et d'emblée, je vais vous dire que depuis j'ai refusé de faire ce débat, j'ai refusé de m'inscrire dans la trajectoire qu'on veut nous imposer. Oui. J'ai refusé de jouer à ce jeu-là. J'ai indiqué la seule fois où je me suis prononcé, et je suis content de voir qu'on nous écoute. J'ai convoqué le fait qu'en Afrique, ça ne se règle pas comme ça. J'ai invité les sages ivoiriens à se mobiliser pour régler ça, comme on dit, à la maison. À la maison. Oui. Parce que, M. Ngos, qui boit du petit lait? Qui gagne dans cette affaire? Ça sert qui? Fait du, entre guillemets, divorce du président Gbagbo de son épouse. Le débat de l'heure, ça profite à qui? Est-ce qu'on mesure le renversement, l'inversion des enjeux et par là de la pente historique qui est en train de se construire au niveau du continent quand on veut remplacer les thèmes essentiels du débat parce que j'appelle, entre guillemets, des affaires domestiques? Moi, je ne joue pas ce jeu.
Nous avons suffisamment d'expérience pour ne pas être distraits par l'ennemi impérialiste. Oui. Je répète toujours que le problème de l'Afrique, c'est son incapacité à gérer ses contradictions. Ces contradictions sont toujours prises en charge par l'ennemi. Et quand vous faites ça, ça veut dire que vous êtes sur le plan historique des enfants. Moi, je ne joue pas ce jeu. Je ne joue pas ce jeu. Je maintiens ma position. Ça se règle à la maison. Ça se règle, comme on dit, dans la cour secrète de la maison. Sous l'oreiller. Et c'est ce qu'ils vont faire. C'est ce que nous demandons de faire. D'abord, il faut rétablir la vérité. Votre thème nous parle du FPI. Ce n'est pas le divorce, entre guillemets, du couple Gbagbo qui divise le FPI. C'est faux. C'est archi faux. C'est archi faux. Ce n'est pas le divorce, entre guillemets, du couple Gbagbo qui est le problème de la Côte d'Ivoire. Notre mission aussi, c'est d'appeler à la raison. Justement. C'est d'appeler à la sagesse. Quand des situations compliquées s'imposent à nous, c'est de prendre de la hauteur et de rappeler aux uns aux autres, de ne pas regarder seulement leur nombril, mais l'intérêt général de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique et de l'humanité. C'est ça notre rôle, quitte à être seul dans notre position. Oui. Alors, est-ce que le premier couple est dans une belle situation en Côte d'Ivoire, au sommet de l'État? Non. La vie de M. Ouattara, on peut en parler en termes de femmes? Vous voulez qu'on en parle? Pourquoi il y a le silence dessus? Pourquoi on fait comme si... Pourquoi il y a le silence dessus? Prenez tous les hommes politiques ivoiriens, regardez leur vie de couple et leur vie privée. Je dis bien, tous les hommes politiques ivoiriens. Pourquoi quand ça arrive à Gbagbo, les mécanismes de gestion qui sont appliqués à d'autres cas ne sont pas les mêmes? On fait de cela l'événement mondial de l'heure. Et à partir de là, on attaque l'honneur du président Gbagbo. On attaque l'honneur de Mme Simone Gbagbo. On attaque l'honneur de notre combat, mon cher gosse. Allons en Occident. Qui peut oser mettre sur cette table la vie privée de M. Macron? Le monde va sauter. C'est-à-dire, vous allez voir que, c'est-à-dire, si on met sur la table la vie privée de M. Macron, je ne dis pas le fait qu'il ait épousé sa grand-mère, hein, ça c'est public. Mais la vie privée, la triple vie qu'il mène en dehors de cette vie-là, cette table va exploser. Et vous allez pleurer de honte d'avoir mis sur la table les problèmes du couple Gbagbo. M. Sarkozy, M. Mitterrand, n'avait-il pas une double vie officiellement assumée en France, au point où on a mêlé l'État, la sécurité de l'État, pour gérer sa vie privée? M. Mitterrand, vous voulez savoir dans quelle sauce noire se baigne le Joe Biden, le couple Clinton et les autres? Mais regardez comment ils ont géré tout ça, de manière à préserver leurs intérêts. Oui. De manière à s'assurer qu'il n'y a aucun impact sur leurs intérêts. Alors qu'on me comprenne bien, je ne méprise pas le cri de certaines femmes ivoiriennes. Je ne méprise pas les problèmes, les difficultés, le mal que les fidèles de la première de la Côte d'Ivoire éprouvent par égard à celle qui est entre guillemets, la seconde épouse de M. Gbagbo. Je dis bien entre guillemets. Mais quoi qu'on dise, ce n'est pas une Ivoirienne. C'est pas une Ivoirienne. Je ne voudrais pas ne pas prendre en compte tous les enjeux de pouvoir qui sont sur la table maintenant que le président est rentré. Oui, je comprends tout ça. Mais si les gens ont combattu sincèrement, si les gens dans leur lutte avaient pour enjeu le sort de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique, ils ne peuvent que se ressaisir. Ils ne peuvent que se ressaisir le plus rapidement possible. Et je souhaite que l'information que vous avez donnée ce matin soit confirmée. Oui. En tout cas, ça ne me surprendra pas. Parce qu'en coulisses, nous agissons aussi.
Je reviens au sujet du FPI. Qu'est-ce qu'un front populaire? En politique, qu'est-ce qu'un front populaire? Un front populaire, c'est une plateforme qui fait converger les différentes forces sociopolitiques de ce qu'on appelle, on l'a appelé historiquement la gauche. Et dans le cas d'espèce, c'était, on pourrait dire, une plateforme socialiste. Oui. Ça veut dire que quand on dit un front populaire, le mot populaire renvoie à la volonté des groupes sociaux politiques exploités par le capital, n'est-ce pas, d'inverser la tendance de l'exploitation et de l'oppression socio-économique qu'elles subissent, en s'assurant à ce que on arrache de plus en plus, n'est-ce pas, de concessions au grand capital. C'est ça un front de gauche. C'est pas, c'est-à-dire, ça fait converger, je dis bien, plusieurs forces sociopolitiques. Donc, a priori, et même structurellement, elle est basée, entre guillemets, sur des divisions objectives. Un. Deuxièmement, vous avez le Front populaire ivoirien qui arrive au pouvoir. Il arrive au pouvoir, et vous savez toujours que l'exercice du pouvoir laisse des traces, surtout lorsque le pouvoir, vous y accédez à un moment où il y a une dérive gravissime néolibérale du monde. Néolibérale, c'est-à-dire ce que Lénine appelait un stade atteint par l'impérialisme qu'il qualifiait d'agonisant, de pourri, de pourrissant. Mais que les discours convenus présentent comme le néolibéralisme. Lénine estimait que non, ce n'est qu'un stade atteint par l'impérialisme. Alors, Gbagbo arrive au pouvoir dans un contexte où vous savez que ce qu'on appelle un discours alternatif de gauche, un discours socialiste, et même je vais même aller plus loin, un discours communiste, est un crime contre l'humanité. Le FMI et la Banque mondiale pèsent de tout leur poids pour faire disparaître, n'est-ce pas, le discours le plus dangereux, n'est-ce pas, vis-à-vis du capitalisme. Et le but, c'est d'amener les gens à céder à ce qu'on appelle une volonté d'abdication idéologique. Que les gens abdiquent et qu'il y ait seulement une vision du monde. Et nous verrons où ça nous a conduit. Donc, ça veut dire qu'au pouvoir, Gbagbo a dû faire des concessions idéologiques pour gouverner la Côte d'Ivoire. Les conditions dans lesquelles il prend le pouvoir n'étaient pas des conditions qui lui étaient favorables en termes d'application stricte de son programme. Donc le parti a dû à un moment donné faire passer en avant souvent les courants du parti qui étaient plus libéral, néolibéral que les courants historiquement de gauche. Ça fait émerger au sein du parti, parlons comme ça, des petites classes, des petits courants qui idéologiquement pouvaient converger, mais qui aussi devaient s'affronter devant une situation extraordinaire. La situation extraordinaire va arriver, c'est la déportation du président. Il va passer 10 ans en déportation, personne ne sait qui va rentrer. On l'a même oublié. Et entre-temps, vous savez ce qu'Afrine Guessin est devenu. Oui. Et d'autres ont pris des voies diverses, tous ces consorts, jusqu'au jour où il rentre. Alors moi, je vous pose la question. Quelle est l'action du président dans cette division? Et je vous rappelle qu'ils étaient, pendant ce moment-là, ils n'avaient pas divorcé. Il n'avait pas encore annoncé publiquement le divorce. Quand ils sont unis, au plus fort de leur union, mon cher Ngos, est-ce que ça empêche l'impérialisme de faire ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire? Ça empêche l'impérialisme de bombarder, de détruire ce pays? Pas du tout. D'infliger cette humiliation historique au continent africain, alors que le parti est uni? Non, il faut n'inversons pas le problème. Donc, moi je pense que nous devons faire très attention. Notre rôle, c'est d'éviter d'entrer dans ce jeu et de continuer à maintenir sur la table ce que nous avons posé depuis la libération du président, son rétablissement dans tous ses droits. 1. Sa place, c'est au palais présidentiel. Il ne faut pas comme nous distraire. Sa place, c'est au palais présidentiel. Parce que nous avons mis ça sur la table, l'ennemi fait quoi directement? C'était préparé, ils ont préparé tout ça. Oui. C'est de mettre, n'est-ce pas, de mettre sur la table, n'est-ce pas, les problèmes du couple, pour évacuer, pour diluer, mon cher Ngos, pour fragiliser la puissance des victoires que nous remportons. Que désormais, on ne parle plus de la communauté internationale autoproclamée, qu'on ne parle plus de la CPI et ses crimes, qu'on ne parle plus de la mort. On nous a interdit ici de prononcer certains noms. Oui. Moi, je respecte ça. Qu'on ne parle plus de la mort. On va ouvrir un boulevard pour un retour triomphal de la mort. Alors qu'il a fui
devant la puissance de la vie qui arrivait. Voilà ce qu'il y a derrière tout ça. Chaque fois dans l'histoire qu'une dynamique émerge et s'impose et veut faire avancer, n'est-ce pas, la cause de l'histoire, les ennemis de l'histoire fuient dans la poubelle des personnalités qui sont en première ligne pour essayer d'inverser le cours, n'est-ce pas, la marche de l'histoire. Il n'y a qu'en Afrique où on croit que pour être au devant d'une dynamique, il faut être saint comme Dieu. Eh bien, les hommes saints comme Dieu n'existent pas. Sinon, nous serons tous Dieu. Dieu seul est saint. Il n'y a qu'en Afrique où on fait croire qu'il faut qu'un homme soit blanc pour que, n'est-ce pas, on accepte qu'il fait des grandes choses. Il n'y a qu'en Afrique où on fait croire que les défauts d'un personnage sont supérieurs à ses qualités, même quand ces qualités font avancer un continent. Il n'y a qu'en Afrique où on fait ce genre d'erreur. N'entrons pas dans ce jeu, je vous en supplie. Le débat, c'est quand est-ce que le président va dans son palais. C'est ça l'enjeu. Ceux que l'on condamné sont des criminels. Le président n'est pas un criminel. On peut toujours le reprocher, ce n'est pas un criminel. Président Gbagbo. La preuve, ceux qui l'ont accusé ne l'ont-ils pas acquitté? Ne l'ont-ils pas innocenté? Si c'est un sens, innocenté, tout à l'heure, Yann va me dire c'est un sens. Innocenté, innocenté. Ça veut dire quoi, innocenté? Il a été acquitté de tout ce qu'on l'a accusé. Mais pourquoi nous les Africains viennent maintenant l'accuser? Et c'est quoi l'accusation? Il veut divorcer avec son épouse. Je vous en prie, les Africains ont une grande histoire de gestion de ce type de problème. Et ça a fait ses preuves, mon cher Ngos. Allons derrière la maison. Fouillons les précédents par rapport à de pareils cas. Voyons comment les anciens, d'autres ont fait devant une telle situation et évitons de faire honte au continent. Docteur Yam Timba, Laurent Koudou Gbagbo a été déporté du côté de la Cour pénale internationale à La Haye. Il y a passé 10 années de sa vie, à peine retourné sur le sol de ses ancêtres, sur la terre de ses ancêtres, qu'on parle justement d'une histoire de fond de culotte avec son épouse. On peut dire également haut et fort qu'il n'y a pas un couple sur terre, un mariage. D'ailleurs, Georges Brassens chantait encore qu'il n'y a pas d'amour heureux. Et quand on sait pertinemment qu'il n'y a pas d'amour heureux, eh bien, du côté de l'Occident, on a fait tôt de prendre cette histoire et de le mettre devant, cette histoire de la mettre devant de la scène pour distraire les Africains, pour qu'ils oublient, il faut le dire, le point fondamental, que cet homme est libre, qu'il a été acquitté et qu'il mérite de rentrer dans sa position de chef de l'État. Je crois que Brassens ne comprenait pas ce qu'on appelle l'amour, en tout cas pas comme moi je comprends ce que voilà. C'est que l'amour. Donc c'est une approche un peu bizarre de croire que l'amour ne peut pas être heureux. Il est heureux. S'il n'est pas heureux, alors ça ne vaut pas la peine que ça existe. Le fond du problème, à mon avis, c'est regarder l'histoire. Je crois que c'est par là que le président Batakani a chuté. Regardez l'histoire. Chaque fois que vous avez des événements victorieux à célébrer, quand il arrive des moments critiques qui relèvent un peuple, très souvent, les ennemis, les forces réactionnaires, les forces réactionnaires vont chercher dans ce registre-là. Souvenez-vous de César quand il rentre. Qu'est-ce que le Sénat lui lance? La femme de César ne doit pas être soupçonnée. Et César, pour pouvoir conserver son pouvoir, est obligé d'exécuter sa femme. Parce que le Sénat lui dit, si votre femme peut être soupçonnée, il faut comprendre que c'est ça la dynamique de l'histoire. C'est ça la dynamique de l'histoire. Et c'est chaque fois que vous considérez que vous avez ces forces, un conflit permanent dans l'histoire, vous comprendrez que tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est pour nous détourner des vrais problèmes. On veut détourner l'attention. Oui. Parce qu'un homme d'État, un chef d'État, un homme entré dans l'histoire comme Gbagbo n'est pas jugé sur ce genre de fait. Je vous mets au défi de me citer un seul roi qui n'a eu qu'une seule femme toute sa vie. Quand vous m'en donnerez un seul exemple, alors je vous dirai, Gbagbo, mettez-le sur la croix et crucifiez-le. Mais si vous ne m'en donnez aucun, et si vous prenez les livres d'histoire et que vous me montrez qu'il n'y a même pas 2% des textes qui portent sur les escapades des rois, alors de grâce qu'on nous colle la paix. Je crois qu'on a des choses beaucoup plus importantes à gérer en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, les questions essentielles qui nous concernent en Côte d'Ivoire ne sont pas celles-là. Lorsque les gens veulent anticiper, parce que aujourd'hui, parfois la pression d'un certain nombre de forces
peuvent même pousser un acteur particulièrement lucide à agir d'une certaine façon. Mais s'il est vrai, ce que vous nous dites, l'information qui vient du griot, on comprendra également. Mais pour aucune raison au monde, et pas une seule seconde, un Africain lucide ne se mettra à ergoter sur le fait que Gbagbo va divorcer, va se marier, il n'a qu'à prendre 10 millions de femmes, c'est son problème. D'ailleurs, est-ce qu'il y a une seule Ivoirienne dont il n'est pas l'époux? Du point de vue de la tradition. Est-ce qu'il y en a une seule? Et c'est à lui de choisir avec qui il veut rester ou qui ne veut pas rester. Mais nous savons qu'il va y avoir une réaction qui va s'en suivre du fait d'une telle action. Nous ne sommes pas dupes. Nous savons très bien qu'en réalité, le fond du problème, c'est qu'il y a un certain nombre d'effets. Il faut bloquer justement la reconstitution des forces populaires. C'est tout. Alors, quel est le problème? Gbagbo parti, je ne vais pas revenir sur les explications qu'il a données parce que c'est exactement la description de la situation telle qu'on devrait, quand les gens analysent les problèmes de Côte d'Ivoire, voilà comment on devrait, voilà l'approche qu'il faudrait y avoir. Quand il n'est pas là, que se passe-t-il? Au fond, le FPI commence à se disloquer. Mais quand il revient, depuis qu'il a été libéré, depuis 2019, qu'est-ce qui se passe? Entre les coalitions, les fronts, les associations, etc., tout ce qui se reconstitue. C'est cette force populaire-là, c'est ce front qui se reconstitue progressivement. Le problème, c'est si vous mettez sur la place les questions de jupe dans une société où les telenovelas sont devenues les émissions les plus regardées, vous avez à peu près la chance de happer, ne serait-ce qu'un tiers de l'électorat, et de le focaliser sur une histoire qui va déverser la haine, la jalousie, les colères, les non-dits. Et donc, vous bloquez en réalité sur le plan politique la reconstitution des forces progressistes, les forces progressistes et populaires, qui devraient donc en réalité nous permettre de, si vous voulez, de revendiquer et d'obtenir l'exécution des décisions de la Cour de justice de l'Haye. Ce n'est pas nous, sur ce plateau, qui avons demandé la certification des résultats de 2010 par l'ONU. Ce n'est pas nous. Et l'ONU a décidé, sur la base de son accord avec la CPI en 2004, de demander à la CPI de se saisir de la situation de la crise qu'il y avait en Côte d'Ivoire. La CPI s'en est saisie, une décision de justice a été rendue, à moins que on nous dise qu'une décision de justice n'a plus d'importance, mais une décision de justice, autant que je le sache, à ce niveau. Et de ce niveau, à ce que je sache, une décision de justice doit être exécutée. Et c'est tout. Enfin, je me trompe peut-être, mais c'est ce que je pensais. Ne vous trompez pas. Donc. Très bien. Donc, je crois qu'elle doit être exécutée. Et le cœur de cette décision de justice, c'est lui qui fait problème. Et c'est lui qui va amener les gens à créer ce qu'on appelle du harcèlement sur les bords. Oui. Donc, on va harceler Gbagbo, on va essayer d'occuper les gens, on va leur dire que ouais, il va divorcer, vous voyez, et les gens vont commencer à se dire ah ouais, il va divorcer, il y a Simone. C'est pas ça le problème. La Côte d'Ivoire n'en a rien à cirer. L'histoire de la Côte d'Ivoire, certes, elle est faite par des hommes, mais elle est faite par ce que les hommes ont à offrir de meilleur. Elle ne sera pas faite par les poubelles. On ne va pas fouiller dans les poubelles pour construire la Côte d'Ivoire. On va chercher ce que les hommes ont de meilleur pour construire la Côte d'Ivoire. Quand nous avons Gbagbo devant nous, eh bien, la chose que nous voyons, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui, on va le rétablir dans tous ses droits, comme la Cour la décision de la CPI le dit. Et le premier droit, c'est son rétablissement au pouvoir, la restauration de son pouvoir. Alors, si vous voulez faire cela, et que vous devez donc restaurer son pouvoir, vous imaginez très bien qu'il faut que les forces réactionnaires vont trouver des mécanismes de fragilisation. Quand bien même il y arriverait, il faut qu'il y arrive avec des scandales, avec des casseroles, avec des problèmes, avec des controverses, avec tout ce qu'on peut dire à gauche et à droite. Mais le danger, si justement on y va, c'est que cela a une conséquence politique importante. Nous ici on ne parle pas des jupons, on parle des problèmes politiques. Oui. Cela a une conséquence politique et c'est ça, en réalité, le fond du problème. Blé Goudé, c'est l'avenir. Gbagbo, c'est la stabilisation, la transition. Blé Goudé, c'est l'avenir. Vous cassez la reconstitution des forces progressives aujourd'hui.
vous aurez deux résultats possibles. Soit vous retardez l'accession pratiquement acquise de Blé Goudé au pouvoir et donc des idées nationalistes au pouvoir en Côte d'Ivoire, soit vous bloquez son accession au pouvoir et c'est un sérieux problème pour les Ivoiriens. Mais c'est ça, l'un des objectifs majeurs de ceux qui instrumentalisent ce genre de choses. Parce que cela conviendrait de maintenir dans la Côte d'Ivoire sous la férule de celui que nous avons baptisé la mort. Est-ce qu'il est déjà rentré? Pas encore. Ah, il n'est pas encore rentré. Tu as décrété qu'on ne cite pas son nom ici. Oui, mais c'est pour ça que je dis celui que nous avons baptisé la mort. Je demande, il est rentré? Parce que j'espère qu'il n'a pas pris, opportunité, opportunité du fait que le président Gbagbo soit parti, je crois, à RDC pour revenir en catimini. Non, qui reste là-bas parce que la vie est revenue. Il croyait que la diversion créée lui allait un boulevard pour entrer. Il n'y en a pas, c'est terminé. Donc, ils veulent maintenir en fait la Côte d'Ivoire sous sa férule et sous le contrôle de ses parrains mafieux que sont la France, les USA et les Nations Unies, FMI, Banque mondiale. Voilà en réalité le fond du problème. Les histoires d'aller chez le juge, les communiquer, c'est pas ça qui est important. C'est ça le fond du problème. Et donc, si vous réussissez à faire ça, à maintenir la Côte d'Ivoire là-dessus, vous allez anticiper sur l'évolution de l'ECO et de la CEDEAO. C'est ça le problème de fond. Vous anticipez là-dessus et vous bloquez le développement de l'intégration politique et économique de la CEDEAO et sur l'effondrement de l'UEMOA et de tout ce qui va avec. Vous vous retrouvez avec donc l'idée que, en fait, la France maintient donc ses bases militaires. Vous imaginez fort bien que Laurent Gbagbo au pouvoir, Blé Goudé au pouvoir, c'est incompatible avec la présence de bases militaires françaises en Côte d'Ivoire. Avec le centre, comment vous l'appelez, sur la formation au terrorisme, j'imagine, c'est comme ça que je l'appelle, centre pour la formation au terrorisme. Parce qu'au fond, mais qu'est-ce que les bases militaires d'un pays dans un autre? Ça s'appelle du terrorisme d'État. C'est du terrorisme d'État. Donc, vous allez mettre fin au terrorisme d'État que la Côte d'Ivoire et donc finalement toute l'Afrique occidentale subit à partir de la base centrale qu'est la Côte d'Ivoire. Et c'est ça, c'est ce sur quoi les autres réfléchissent. Ça ne les intéresse pas de savoir si Gbagbo va divorcer ou pas. Parce qu'au fond, qu'il divorce ou qu'il ne divorce pas, là n'est pas le problème. Ce qui est clair, c'est qu'ils se disent un homme est manipulable plus facilement, une femme moins. Et peut-être qu'en ne scelant la femme, elle va peut-être être fragilisée et elle ne pourra pas suivre le combat. Et du coup, la question essentielle, c'est comment on fait pour maintenir notre terrorisme d'État à travers nos bases militaires, à travers Takuba, à travers ce fameux centre de formation au terrorisme. Voilà le fond du problème pour les think tanks occidentaux. Et il ne faut pas qu'ils nous amènent dans ce qui n'a aucun sens et qui ne nous intéresse pas. Parce que la vérité, en réalité, c'est quoi? La vérité, c'est que je crois que nos amis occidentaux ne se sont jamais retrouvés dans une situation aussi délicate, aussi difficile, aussi complexe. Et pour une fois, ils sont tombés dans leur propre piège. Vous avez voulu que l'ONU certifie les résultats, l'ONU les a certifiés en disant, Gbagbo n'a pas été innocenté, effectivement. Il est innocent. Il est déclaré innocent. Il a été acquitté. Parce que quand on dit, vous pouvez être coupable, mais par le jeu de la corruption, comme par exemple ce dont parlait Triple A tout à l'heure, on vous innocente. Non, il n'a pas été innocenté. Il a été déclaré, il a été établi qu'il est innocent. Il a été acquitté ipso facto, par ce fait-là. Blé Goudé et lui. De ce fait, il y a donc lieu qu'il soit rétabli dans ses droits. Les droits, c'est au moment où il est capturé, au moment où il est enlevé. Or, au moment où il est enlevé, il est constitutionnellement le président de la Côte d'Ivoire. Un conseil constitutionnel ne peut pas installer deux personnes, ne peut pas déclarer deux personnes élues pour la même élection. Oui. Parce que les décisions d'une cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Donc dès qu'elle s'est prononcée et c'est terminé. Sauf si il y a un seul juriste sur cette planète qui va venir me contredire. Et s'il est prêt à me contredire, qu'il vienne s'asseoir en face. On parle. Comme ça, on va parler. Et il va m'expliquer en quoi des décisions d'une cour constitutionnelle, dans tous les cas celles de Côte d'Ivoire, si elles sont susceptibles de recours. Et comme
elles ne sont pas susceptibles de recours et que cela est établi et fondé, on le trouve dans les textes de la Côte d'Ivoire de cette période-là, alors celui qui a été enlevé et kidnappé en tant que président de la République pour l'un, l'autre, première dame, et le troisième ministre de la jeunesse, le rétablissement dans leur droit signifie Laurent Gbagbo. Tout à l'heure, il parlait de sa place au palais présidentiel. Laurent Gbagbo retrouve son fauteuil de président de la République. Oui. Il achève son mandat qui ne faisait que commencer. C'est ça. Son mandat qui ne faisait que commencer 5 ans. Et quand il aura achevé son mandat qui ne sera commencé, on fera une autre élection. Ils veulent qu'il parte. Comme Mandela est parti 5 ans après, il partira certainement parce qu'il a 81 ans, il a besoin de se reposer. Mais là, il a besoin d'assurer la transition qui permette donc à l'avenir, au futur, Blé Goudé d'accéder au pouvoir. Et qui va donc permettre à la Côte d'Ivoire de retrouver sa sérénité. La continuité historique. La vérité, c'est que je crois qu'il y a là un moment historique dont nous ne mesurons pas encore le caractère exceptionnel. Merci. Pour la première fois dans l'histoire, le droit, et en l'autre faveur. le droit des forts, Et en l'autre des faveur. oppresseurs, Oui. le droit des oppresseurs Et en l'autre faveur. est à la faveur des victimes. Pour la première fois. On vous comprend parfaitement, messieurs. Docteur Jean-René Douma, on est toujours dans le même sujet qui nous intéresse d'ailleurs ce matin. Et puisque ce sujet nous intéresse, on sait pertinemment que tout homme a une vie privée. Laurent Gbagbo a la sienne, tout le monde le sait d'ailleurs. Et le président Gbagbo, comme tous les hommes, est un être humain, comme tous les hommes d'ailleurs. Mais on a voulu nous faire croire que sa vie privée devrait faire les choux gras de la presse. Et pour que les nationalistes, les combattants, oublie justement l'essentiel même de cette lutte, cette victoire. Peine perdue. Oui. Nous sommes là. Nous sommes là. Peine perdue parce que ceux-là même qui veulent faire de cette question une question majeure dans un environnement où les enjeux ne sont plus à décrypter. Le président Bandakani, Dr Yam l'ont suffisamment fait encore ce matin pour la première partie. Dans un contexte comme celui-là, nous donner l'impression que la chose la plus importante serait une question de ménage. Je dis peine perdue. L'autre chose, c'est que ceux qui ont pris cette question comme étant une question majeure, Oui. et qui en parlent avec beaucoup de liberté, ne sont pas certainement bien placés pour donner des leçons, que ce soit en termes d'époux ou même d'épouses. Oui. Dr Yam disait, nos amis occidentaux, vous savez que l'Africain, c'est l'humanisme. Et donc, si on prend quelques chefs d'État en Occident, Oui. Certains ne sont pas mariés, d'autres ont des copines. Et si on prend D'autres vont en scooter chercher leur petite amie. Voilà. D'autres se marient lorsqu'ils sont présidents de la République, allez savoir. Voilà. Donc, lorsqu'on a banalisé l'institution mariage jusqu'à ce point-là, et qu'on veut rester une haute personnalité, une personnalité d'État, pour incarner, n'est-ce pas, une certaine image sur le plan national et international, on est très mal placé pour venir mettre sur la table une question qui concerne un couple, et pas n'importe lequel. Un couple présidentiel africain. Le président Laurent Gbagbo et la première dame Simone Gbagbo. Peine perdue parce que heureusement que nous sommes là également pour dire c'est pas ça ce qui est préoccupant. Mais il faut quand même qu'on dise 2-3 choses. Et permettez-moi d'aborder cette question d'abord en partant de la maxime selon laquelle derrière tout grand homme se cache une grande femme. Et là, je reste dans l'institution du mariage. Ce n'est pas entre les copains ou les copines. C'est que l'homme et la femme forment un individu sur le plan spirituel. Et donc, derrière un grand homme se cache une grande femme. Et oui, je pense que le couple Laurent et Simone Gbagbo, dans
le développement de leur histoire n'a plus rien à prouver en termes de preuves d'amour, en termes de preuves de conviction, au-delà du fait que c'est d'abord une relation amoureuse, parce que le mariage n'aurait pas de sens si l'amour n'existait pas. Au-delà de cette relation-là, qui est une relation entre deux individus, même si ce sont de très hauts personnages, mais qui ont mené des combats convergents. Déjà, à partir d'un très jeune âge, ils ne se sont pas rencontrés et puis 1-2 ans après, ils se sont mariés. Ils ont cheminé ensemble dans des combats qui vont au-delà de la relation qui a fait des deux un couple présidentiel il y a environ une quinzaine d'années. Donc, Simone Gbagbo, grande dame, une mère exceptionnelle, que ce soit au sein de sa famille qu'en Côte d'Ivoire pour l'Afrique. Pour moi, de toutes les façons, je la considère comme une mère du continent africain. Et je l'assume par rapport à tous les combats qu'elle a pu mener, par rapport à tout ce qu'elle a enduré et par rapport à la posture qu'elle continue d'avoir jusqu'aujourd'hui. Et nous sommes convaincus, quand nous lisons le développement des événements, oui, que l'information qui n'est pas encore vérifiée doit avoir certainement quelque chose à creuser. Et nous souhaitons que ça aille dans le bon sens, que des questions comme ça se règlent, comme le président Bandakani l'a dit, en convoquant, n'est-ce pas, les valeurs africaines, nos mœurs, nos coutumes, pour que cela ne soit pas une tache d'huile sur ce combat que nous sommes en train de mener. Les enjeux sont surtout d'ordre politique. Oui. Et au-delà des enjeux politiques, évidemment, il y a la dimension géopolitique, géostratégique, parce que la Côte d'Ivoire reste encore la cible des impérialistes, la cible de ceux qui veulent l'Afrique sans les Africains. Et celui dont je me réserve de prononcer le nom est encore... et encore cette courroie de transmission pour continuer de détruire, pour continuer de livrer, n'est-ce pas, cette Afrique-là à ceux qui n'en ont pas du tout le droit et qui s'érigent souvent en donneurs de leçons. Donc la relation entre ces deux personnages exceptionnels, le président Laurent Gbagbo et la première dame Simone Gbagbo, joue un rôle important parce que s'il y avait scission, forcément il y aurait des camps qui se constitueraient. Oui. Parce que, comme je l'ai dit, et vous l'avez rappelé dans votre chapeau, ce sont ceux qui ont créé le Front populaire ivoirien. Ils l'ont créé ensemble. Jusqu'à aujourd'hui, elle en est encore vice-présidente. Elle a continué de mener le combat tout en restant fidèle à l'idéologie de ce parti-là. Et je suis sûr qu'elle mérite évidemment aussi de jouir des retombées de ce combat. Et quel est le cadre qui serait le mieux indiqué que de rentrer encore au palais présidentiel comme première dame, oui, qu'elle insuffle, n'est-ce pas, c'est un peu difficile de caractériser cette dame, parce que son charisme, lorsqu'elle s'adresse, que ce soit aux femmes ou aux Africains, et ce qu'elle reflète, le rayonnement, n'est-ce pas, au-delà de la Côte d'Ivoire, et tout ceci ne peut pas nous laisser indifférents. C'est pour ça que nous pensons qu'il faut que le président Laurent Gbagbo, une fois dans son palais, pour d'abord consommer le mandat qu'il a à peine commencé, avant qu'il soit débordé, qu'il soit avec la première dame, pour que tout ceci nous ouvre des horizons pour une Afrique dont nous rêvons, pour une Afrique pour laquelle nous nous battons nuit et jour, pour une Afrique libre,
n'est-ce pas, qui a l'humanité en son centre et qui pourra donc jouer un rôle important sur le plan international. Albert Anatole, ici on sait que sur le continent africain, on a toujours servi aux femmes africaines et sans oublier aux jeunes filles africaines, les séries à l'eau de rose. Et à chaque fois qu'il y a un problème de fond de culotte, tout de suite ça fait le buzz. Est-ce là une arnaque qui a été servie à peine arrivée justement, l'arrivée de Laurent Gbagbo du côté de la Côte d'Ivoire? Écoutez, je veux parler ce matin comme un journaliste. Je vais être un peu naviguer à compte courant. Je veux parler comme un journaliste. Écoutez, il faut quand même indiquer que le ménage à toi ne date pas d'aujourd'hui. Ça date depuis 2001, je crois. Je dis, je crois. Donc, pourquoi ça sort aujourd'hui? Je voudrais reprendre à mon compte soit les éléments factuels ou les éléments de langage, pas de différents protagonistes. Je vais les prendre à partir du 17 juin dernier, lorsque le président Gbagbo est retourné en Côte d'Ivoire. Il y a eu beaucoup de flottements au niveau du comité d'organisation de ce retour-là, quant à la présence, n'est-ce pas, de l'ancienne première dame à l'aéroport. Je crois qu'elle avait fait un tweet à cette occasion-là pour rassurer tout le monde qu'elle va aller accueillir son époux. Ce qu'elle a fait, c'est vrai, c'était une sortie, une présence assez furtive, mais c'était symbolique. Le second élément de langage, le second élément factuel que je vais convoquer, c'est que le nom de l'ex-première dame de Côte d'Ivoire a été très peu prononcé par le président Gbagbo. Ça, c'est un constat que je fais. Que ce soit lorsqu'il effectue sa première, que ce soit lors du point de presse qui s'est tenu au siège, n'est-ce pas, du Front populaire ivoirien, au quartier général, j'allais dire au quartier général du Front populaire ivoirien, que ce soit sa sortie quelques jours plus tard pour la cathédrale, que ce soit lors, n'est-ce pas, de son retour au village à Mama, j'ai cherché en vain, justement, des éléments de langage de sa part qui mettaient quand même en exergue son épouse. Bien au contraire, il a remercié tout le monde, sauf ceux qui peut-être méritaient d'être vêtements remerciés, comme ça, son épouse, Madame Simone Gbagbo. Et je pense que de ce point de vue, il y a quand même, moi, ça me pose quand même deux problèmes. Le premier problème, est-ce que ces attitudes de l'homme d'État qu'il est, de l'homme politique qu'il est, ça ne touche pas un peu les espoirs attendus par les nombreux, par les militants et les sympathisants du Front populaire ivoirien, parce que ce n'est pas ces castings-là qu'ils attendaient. Il faut quand même savoir qu'il y a une forte mobilisation quant à son retour et qui devait aboutir justement à la mise en place du processus de reconquête du pouvoir politique. Donc aujourd'hui, quand vous parcourez l'actualité ivoirienne dans ce sens, il y en a qui se cantonnent dans l'aspect people de la chose, mais il y en a également qui vont dans le sens d'une réflexion plus politique, plus profonde, plus approfondie, j'allais dire. Je pense que c'est ceux-là qui sont intéressants. Mais en même temps, moi je pense qu'en tant qu'homme d'État, homme politique, homme public, il n'y a pas une très grande ligne entre la vie privée et la vie publique qu'il est. Ça c'est important, parce qu'en tant qu'homme d'État qu'il est, en tant qu'homme politique qu'il est, ça devrait être important. Parce que dans le contexte africain, un patriarche, c'est un référent assez modèle. Et j'ai lu également à mon compte l'hommage qu'il a rendu à Nadiana Bamba, du côté de... non, c'est Nadiani, parce que le diminutif c'est Nadi, mais c'est Nadiani Bamba. Il a rendu un hommage appuyé avec des éléments de conviction à cette dame-là, je ne sais pas si elle est officiellement sa femme. Dans tous les cas, ça a beaucoup déçu, quand même, il faut le dire. Ça a déçu beaucoup, pas seulement des Ivoiriennes ou des Africaines, mais en même temps également des nombreux partisans, c'est-à-dire des jeunes, des militants. Parce que c'est pas ça, en fait. Maintenant, lorsque j'ai dit ça, je questionne même l'opportunité de mettre sur la scène, sur la place publique, n'est-ce pas, j'ai dit ce projet de divorce. C'était quoi l'opportunité de mettre cela sur la scène publique? Est-ce que c'était très pressé de s'engager dans une procédure
en divorce. Cela aurait pu se faire discrètement aussi. Justement, oui, parce que on vous dit, oui, c'est ça, absolument, cela devrait se faire. Parce que aujourd'hui, moi, je suis un peu scandalisé de l'attitude de l'avocat du président Gbagbo, qui s'est cru obligé de mettre cela sur la toile. Non, de mettre cela en scène dans l'espace politique et public. Je crois que ce n'était pas nécessaire. C'était une erreur de sa part aussi. C'est pas une erreur. C'est pas du tout une erreur. Quand on est avocat d'un homme qui est de la stature de Gbagbo, c'est pas une erreur. Je crois que c'était fait à dessein. Ça, c'est mon point de vue. Mais c'était fait à dessein. Parce que lorsque vous avez affaire à un homme politique de la carrière de Gbagbo et que vous êtes son avocat, il y a des postures, il y a des postures, il y a de la distance qu'il faut absolument observer dans la prise de parole, dans la prise des actes dans l'espace public. Donc c'était fait, à mon sens, à dessein, afin que nous n'en ignorions. Or, ça devrait justement se gérer comme à l'africaine. Mais là, on nous renvoie comme à l'européenne. C'est-à-dire, une affaire privée devient une affaire finalement publique. Ça devient une affaire politique. Donc, politique et publique. Non, people politique. Ça devient une affaire people politique. Ce qui, à mon sens, pose quand même un problème. Ça pose quand même un problème parce que je crois que forcément, ça va avoir des implications, forcément des conséquences au niveau du Fonds populaire ivoirien. Ça, c'est important. Il va falloir justement que, forcément, il y aura des ralliements. Peut-être juste que si on présentait le président, Mme Simone Gbagbo comme étant moins populaire que son époux, oui. Mais je pense que cette affaire-là, telle que c'est géré, tel que ça a été balancé dans l'espace public, ça va plutôt lui donner une sorte, j'allais dire, elle va profiter d'un mouvement de ralliement à sa cause. Et ça, c'est pas bon. Déjà, il faut quand même noter, tout à l'heure, le président Banaken l'a fort opportunément indiqué, savoir que il y avait déjà, justement, au sein du Front populaire ivoirien, des dissensions internes. Et je crois que ça pourra encore s'accentuer, ces dissensions internes. Or, vous aurez donc justement derrière des gens qui vont aller pêcher à un autre trou pour davantage fragmenter, n'est-ce pas, ce mouvement politique qui est historique. Parce qu'il faut quand même dire que lorsqu'on parle des partis politiques en Côte d'Ivoire, je peux vous dire que le Front populaire ivoirien, c'est la première formation politique. Parce que cette formation politique a des états de service historiques qui sont connus de tout le monde. Vous n'avez pas, même s'il y a peut-être matière à... Parce qu'il y a certaines choses qui indiquent que non, Mme Gbagbo n'a pas voulu d'une séparation, d'un arrangement à l'amiable dans le cadre d'une procédure de divorce. Mais je dis non. Si Mme Gbagbo a accepté ce ménage à trois depuis toujours, pourquoi est-ce que ça devrait poser un problème aujourd'hui? Il faut quand même dire que de ce couple-là sont nés, je crois, des enfants. Bon, il faut quand même prendre en compte cela. Donc, je crois que finalement, pour terminer, pour ces premiers jets, cette actualité, ça nous interpelle. Ça interpelle les hommes politiques dans la manière de gérer leurs problèmes et leurs contradictions internes. Président Babakani, on ne va pas également oublier que nous n'allons pas fermer les yeux sur la souffrance de Mme Simone Yves Gbagbo, elle qui a souffert justement dans les années 2011 lors de la déportation de son mari à Mondovision, elle qui avait été humiliée. Autre erreur également que les Africains ont souligné, c'est celle d'avoir que le président Gbagbo a pris l'initiative de prendre avec elle dans l'avion Nadi Bamba et la faire venir en Côte d'Ivoire. Je vous ai dit tout à l'heure que le rôle des leaders d'opinion, oui, c'est aussi un rôle pédagogique. On ne gère pas la situation de crise en cédant aux sirènes de l'opinion. Je répète, on ne gère pas la situation de crise en cédant aux sirènes de l'opinion. Parce qu'elles sont réactionnaires, tout à l'heure, docteur Jean-Baptiste a utilisé le mot. Quand elles ne sont pas épidémiques, elles sont réactionnaires. L'homme d'État, l'homme qui a l'histoire en protagoniste, ne se comporte pas comme tous les autres. Je suis en désaccord avec l'analyse journalistique de mon frère Toisa. Elle est factuelle. Il a bien précisé au départ que ça va être une analyse factuelle. Mais justement, ici, dans le cas d'espèce, l'analyse factuelle ne marche pas. Elle ne marche pas. Je suis désolé, ça ne marche pas. Vous voulez que moi, si je me mets ici maintenant à vous détailler les profondeurs de ce couple-là, l'émission va se gâter. Si vous voulez, je vous dis ça. Il faut faire attention. D'abord, on ne peut pas interpréter la mise sur la place publique de la volonté de divorcer du président Gbagbo sous l'angle purement, sur le seul angle factuel, comme
comme Aïs a voulu le faire. Non. Non. Je dis bien que l'intérêt de la Côte d'Ivoire m'interdit de détailler certaines choses ici. Je ne le ferai pas. Non. Pourquoi? Et là, je le salue à ici parce qu'il permet d'aller un peu au-delà de certaines choses. Ça fait 10 ans que le président a été déporté. Je voudrais vous rappeler qu'il a dirigé la Côte d'Ivoire 10 ans. Qui de vous est au courant de ce que le président a vécu, a enduré, et quelle décision il a prise avec le recul que la déportation, malgré lui a donné? Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez? Deuxièmement, en politique, là maintenant c'est l'homme politique qui parle. Quand vous avez affaire à un ennemi qui est diabolique et satanique, et que vous anticipez sur ses manœuvres, vous pouvez le dévancer. Qui vous dit qu'en rendant public la volonté de divorcer, il ne veut pas dévancer l'ennemi sur un terrain qui lui aurait été favorable? Qu'est-ce que vous en savez? Puisqu'on vous dit maintenant que la réconciliation est possible, qu'est-ce que vous en savez? En vidant ce marigot, ils auront encore quoi sous la main? Puisqu'ils n'avaient rien contre lui depuis, ils n'ont jamais rien eu contre eux. Oui. Qu'est-ce qu'ils auront encore sous la main? Absolument rien. C'est pour ça que je vous demande, vous ici, de la sagesse. Nous devons être sages. Les impérialistes ne sont pas plus sages que nous. Vous connaissez le nombre d'histoires et d'années que l'Afrique a derrière elle? Dans la trajectoire de la marche humaine? S'il vous plaît, ne nous faisons pas honte, je suis en train de le dire. Souvent, quand un homme politique de cette dimension, l'homme d'État qu'a convoqué, quand il pose un acte souvent, il faut analyser ça dans toute sa dimension et sa densité. Il faut faire attention. Je suis très sûr que le président Gbagbo, du haut de sa sagesse, sauf s'il n'est pas ce qu'il est, sauf s'il n'a pas mené le combat qu'il a mené, mais quand on a mené de tels combats, il a certainement, depuis la prison, anticipé. Surtout, lorsqu'il a eu la certitude de son acquittement, il a certainement anticipé sur les manœuvres de l'ennemi. Ça dit c'est clair et c'est net. Et qui vous dit qu'on n'est pas dans la gestion de ces manœuvres-là? Qu'est-ce que vous en savez? Troisièmement, mon cher gosse, nous pouvons commenter de la vie privée d'un couple. Nous pouvons dire ce que nous voulons, mais à un certain niveau, il faut s'arrêter parce que, de grâce, qui sommes-nous pour interpréter et analyser à sa juste mesure la vie intime de deux personnes? Oui. Vous n'étiez pas là au début. Nous ne serons pas là à la fin. Nous ne sommes pas là au début. Oui. Gardons-nous. Définissons nos lignes rouges à ne pas franchir. Je vous ai rappelé ici d'autres enjeux. Historiquement, la stratégie du colon a été toujours d'opposer un nord ivoirien à un sud de la ivoirien. Et qu'à chaque fois que les deux là se réconciliaient, c'était sur la férule et la présidence du colon. Pour jouer ses cartes, pour abattre ses cartes. Qui vous dit que le président n'est pas dans une dynamique pour renverser ça? Et que désormais, cet enjeu soit l'initiative des Ivoiriens et eux seuls? Dans quelles conditions la mort est-elle arrivée au pouvoir? On nous a dit à l'époque que la réconciliation historique a lieu entre le fameux nord et le sud de la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on nous a fait savoir. Bon, on a vendu ça pour rendre mécanique la victoire de la mort. Vous vous rappelez très bien cette affaire. Alors, et on a vu ce que ce type de démarche produisait. La mort du pays et de ses enfants. Vous croyez qu'un homme d'État de l'envergure de Gbagbo n'a pas ce souci? Mais souvent, les opinions qui sont enflammées et coloreuses n'ont pas le temps de prendre en charge de telles situations, de tels enjeux. C'est la froideur de l'homme d'État et sa solitude qui lui permet d'analyser ces choses-là avec de la distance. Les âges des protagonistes, oh bon Dieu, Madame Simone a 72 ans, le président en a 76. Madame Simone a été heureuse. Elle est heureuse malgré les coups qu'elle a reçus. L'âge qu'elle a atteint et la vie qu'elle a menée, cette femme que j'adore, parce que pour moi c'est ma mère, je l'appelle maman. Et elle sait que je l'appelle maman, elle sait. Vous croyez que les coups qu'elle a reçus vont enlever le bonheur qui a été sa vie?
le bonheur politique, le bonheur de l'amour. Et nous avons vu ça, on a vu ça. Qu'est-ce qui va enlever ça? Ben, c'est pas à 72 ans, je pense, en restant à mon petit niveau, que notre maman mène des batailles sentimentales. Je ne crois pas. Elle est trop grande pour ça. Je ne crois pas. À 76 ans, posez-vous la question, à 76 ans, pourquoi a tout pris le président déclare au monde sa volonté de divorcer à 76 ans? Cette Nadji Bamba là, l'amour mène à tout, hein, je suis d'accord. Elle peut voir un avenir extraordinaire avec quelqu'un qui a 76 ans. C'est son droit le plus absolu. Non, c'est son droit le plus absolu. J'ai du respect pour cette femme. On la tabasse terriblement ces jours-ci. Je n'entre pas dans ça. Je ne peux pas venir ajouter ma part là-dedans. Parce qu'il faut respecter les choix de quelqu'un. Mais je dis simplement que Babou a 76 ans, le président. Et Nadine Bamba, je crois pas avoir l'âge, entre guillemets, de sa fille aînée. Je crois qu'elle a 47 ans. Bon. Je vous en prie. Quand un roi prend une jeune femme, très jeune, pour en faire son épouse, alors qu'il est d'un certain âge, docteur Yam, tu le sais, dans l'analyse de la gestion de la royauté en ce moment-là, ça veut dire quelque chose. Et les sages savent ce que ça veut dire. Moi, je n'entre pas dans certains détails. Moi, je ne veux pas jouer le jeu de l'Occident. On peut m'amener à ce niveau. Je suis simplement en train de convoquer la sagesse ici. Donc, les enjeux ne sont pas là. Et la maman le sait. Et le président le sait. Ce que nous avons à faire, de mon point de vue, et je veux le faire de façon solennelle, c'est de lancer un appel. Moi, je me prends jamais au sérieux, je considère que je suis rien. Mais personne ne peut contester mon amour pour ce pays. Ça au moins, personne ne peut le contester. Alors, sur la base de cet amour, je lance un appel aux Ivoiriens, en général, au président Gbagbo, avec qui j'ai d'excellentes relations, en toute modestie, à ma mère, Simone, avec qui j'ai d'excellentes relations en toute modestie, de nous écouter. Et de mettre fin à ça, là. Et ils savent comment faire pour mettre fin à ça. Ça ne prend pas 2 minutes pour mettre fin à ça. Et que les Ivoiriens se ressaisissent. Ceux qui sont dans la logique réactionnaire, ceux qui sont dans la logique du cœur, de la colère, elle peut être légitime tout ça, ça peut être légitime tout ça. Mais il faut qu'on se ressaisisse parce que on a 2 doigts de la victoire. Et moi, généralement, l'histoire m'a appris une chose que quand vous avez de telles secousses, comme ce qu'on vit là, on n'est pas loin de la victoire. C'est parce que la victoire est proche qu'il y a de telles secousses. L'ennemi jette ses dernières armes dans la bataille. Mais toi qui as l'initiative de l'histoire, et c'est nous, tout à l'heure, nous a rappelé quelque chose d'extraordinaire, que pour la première fois, et ça je peux dire depuis des millénaires, je peux le dire, depuis des millénaires, le droit de fort est à notre avantage. C'est quand même un événement extraordinaire. Il faut qu'on prenne toute la mesure de cela pour ne pas se laisser distraire. Moi, je poserai des questions maintenant. Est-ce que les dérives conjugales présumées, je dis bien entre guillemets, puisque c'est ce qu'on nous dit, j'ai tout entendu, on a tout entendu, Alors, bon, parlons-nous, ces dérives conjugales présumées du couple Gbagbo sont-elles pires que l'homosexualité, un homme qui va avec un homme, que le lesbianisme, une femme qui va avec une femme, mon cher gosse, que le transgenre, la transsexualité, que la transsexualité, que le LGBTQIA, plus une monstruosité. Ces dérives-là sont-elles plus pires que la loi bioéthique qu'on nous a votée dans ce pays de la mort? Oui. Mon cher gosse, je pose la question. Je pose la question. Alors, on franchit le pas. Bon, alors maintenant, qui est en face de nous? Est-ce que ce ne sont pas les forces qui font la promotion de l'infamie là, qui sont en face de nous, pour nous dire que ça c'est immoral? L'immoralité juge la morale. L'immoralité juge la morale.
ben, je veux choquer certaines personnes. Je préfère un homme très infidèle, mais qui n'est pas homosexuel, qui n'est pas dans le lesbianisme, qui n'est pas dans toute cette abomination. Merci du mot. Merci du mot. Je préfère. Je dis je préfère. Je n'encourage pas l'infidélité, tout ce que vous voulez, mais je dis je préfère. S'il y a choisi, le choix est vite fait. C'est vite fait. Alors maintenant, on veut le divorce supposé de ce couple. Je répète ça exprès. Oui. Monsieur Goss, est-elle plus grave que les crimes absolus des impérialistes en Côte d'Ivoire? Non. Je vous réponds tout de suite. Hein, si vous le répondez, mais est-ce que ceux qui parlent, qui mettent un peu leur couleur de côté, ils voient ce qu'on est en train de vouloir nous faire là, en Côte d'Ivoire? Vous savez, ils ont été très nombreux, hein, les Africains, à me demander où en est ce sujet. Ils voulaient que je le mette sur la table. On m'a appelé 1 million de fois. Vous imaginez, j'ai même dû demander de fermer mon téléphone. Pour que je mette ce sujet sur la table. Vous voyez, notre rôle, c'est de rappeler ça. Oui. C'est-à-dire, est-ce que, bon sang, deux personnalités de cette dimension qui ont sacrifié leur vie pour la cause, et ça produit des résultats, nous mettons à un niveau historique auquel on n'était jamais arrivé auparavant. Et après, on met sur la table leur vie de couple. Parce qu'on n'a rien trouvé. Ils n'ont pas de compte en banque. Il n'y a rien. Bon, vous le connaissez, il n'y a rien. On nous sort les affaires de caleçon, permettez-moi l'expression, on met sur la table. Et du coup, nous réhabilitons l'impérialisme. Nous célébrons ces crimes en les mettant sur le même niveau avec les présumés dérives conjugales, entre guillemets, présumés de notre père et de notre maman. Mais c'est grave. Je termine par le fait que on nous dit que la loi ivoirienne ne connaît pas la polygamie. Ben, c'est quand même terrible ça. Ça veut dire ce que ça veut dire. Un peu importe. Alors, 3 ans. Alors, si la polygamie est interdite en Côte d'Ivoire sur le plan juridique, de jure, de facto, n'est-elle pas les pratiques sociales les plus vécues dans ce pays? Mais la polygamie africaine? Non, je vous ai dit que la loi ivoirienne... Non. Je reprends à mon compte ce qu'on nous dit. Hein? Mais allons-y rapidement pour sortir justement de cette édition. Que la loi, vous n'avez pas entendu que les bâtonniers... La République a trouvé la nation, non? Oui. Alors, ça veut donc dire qu'il y avait des coutumes. Vous prêchez un converti. Ah, d'accord. Ce que je vous dis, c'est qu'on nous a dit que les bâtonniers sont mobilisés, tous ces anciens bâtonniers. Subitement, se sont levés. Eux qui se sont tués. Depuis que lors de la déportation de l'Europe, oui. Les bâtonniers sortent de leur trou, subitement, pour dire qu'on va rappeler les deux dimensions du divorce. Il y a la dimension pénale et la dimension civile. Vous n'avez pas lu ça? Les gens ont parlé. On n'a pas lu ça. Alors maintenant, tous ces gens découvrent la sacralité de la monogamie juridique, mais ferment les yeux sur la généralité de la polygamie en tant que pratique sociale en Côte d'Ivoire. Il faut qu'on arrête ça. C'est pas sérieux. Ça ne fait pas honneur. Dans le débat est clos de mon point de vue, Yam l'a dit, notre bataille. Nous n'aurons pas cessé de respirer tant que le président n'est pas dans son palais. La mort ne peut plus être président de la Côte d'Ivoire. Parce que le droit international, s'il existait un jour, pour l'instant, on a vu, le droit international et le droit interne de ce pays se rencontrent pour dire qu'il n'a été président que par imposture. Et une imposture insupportable pour la conscience de l'humanité en général et pour la conscience de l'Afrique. La place du président, c'est au palais. Et le reste, on gère ça derrière la case. Docteur Yamin Timba, vous êtes également d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, la place de Laurent Koudou-Gbagbo, c'est à la présidence de la République et non pas de mettre sa vie privée devant les étals, ou pour ne pas dire devant les télévisions, et que sa vie privée fasse échouer de la presse. Non, non, c'est un homme public. Et c'est l'homme public le plus important de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Cela peut plaire, ne pas plaire. C'est un fait. C'est un fait. Et il est historique. Mais c'est la première fois quand même, hein, docteur Yamin Timba, sans vous couper, qu'on a vu justement du côté de l'Occident, je précise justement du côté de l'Hexagone, déclarer après la déportation de Laurent Koudou-Gbagbo que Nadi Bamba était son épouse. On s'en fout de... Vous vous souvenez du jour où, je crois que c'était au Mali, le village doit s'appeler Bounti ou quelque chose comme ça. Vous vous souvenez du jour où on a massacré des gens pendant un mariage? Oui, Mopti.
Non, il y a la ville de Mopti, mais il y a un petit village qui doit s'appeler Bunti quelque chose. C'était là où le mariage se passait et il a été bombardé par les avions. Par les Français. Par les Français. Pas l'aviation française. L'aviation française. Et puis, ils ont dit qu'Hawaï, ils les ont confondus aux terroristes. Et la question que je posais... Ils n'ont pas dit qu'ils les ont confondus, ils ont dit qu'ils ont... C'était pas un mariage. Ah oui, c'était un groupement terroriste. C'était pas un mariage. Et je vous avais posé une question sur ce plateau en vous demandant, depuis quand est-ce que c'est l'Occident qui nous dit comment on se marie? Et c'est tout. Ils en savent quoi d'abord? Depuis quand? Ils en savent Pour quoi? quelle raison est-ce que quand il faut qu'on parle de mariage chez nous, on écoute des Occidentaux? Qu'est-ce qu'ils en savent? Rien du tout. Donc, à la vérité, nous ne devons pas du tout être naïfs. Nous devons faire très attention parce que nous sommes à un certain moment de l'histoire. Quelquefois, des histoires en deçà de la ceinture et où les questions conjugales, maritales peuvent se retrouver au cœur de l'État et ou au cœur des enjeux politiques ou géopolitiques à un moment donné. Et tout cela ne doit être considéré que comme des outils que les gens manipulent. Et en ce moment, que les gens viennent vous dire qu'un monsieur qui a 76 ans a l'intention de refaire une vie, enfin, je veux bien croire que tous les fantasmes sont permis, voyez, mais je pense quand même que lorsqu'une dame qui a 70, 72 ans, je crois, a payé les études de celle qui est présentée aujourd'hui, il l'a élevée, il l'a acceptée, il l'a vécu, ça fait des décennies, et qu'on vienne vous dire qu'elle est préoccupée par cela, je crois que Mme Bambo s'en fout royalement. Ça ne l'intéresse pas. La chose qui l'intéresse, c'est la Côte d'Ivoire. Mais n'oubliez jamais une chose. Les forces réactionnaires ne sont pas toujours devant vous. Très souvent, elles sont dans vos bottes. Au milieu de vous. Là. Et ce sont elles qui ont l'impact psychologique et émotionnel le plus fort parce qu'elles vous tapent là où ça fait mal. Parce que l'ennemi qui est en face de vous ne vous connaît pas vraiment dans les détails. Il y a des choses qu'il ne peut pas comprendre, il ne peut pas forcément savoir où frapper pour vous toucher vraiment. Très souvent. Là, vous avez l'image justement du village où il y a eu le massacre. Hein. Lors de ce mariage, on a déclaré que c'était des terroristes. Voilà. Donc, vous vous rendrez bien compte que les gens vont s'accrocher sur ce qui, en politique, est convoqué par ceux qui n'ont pas d'argument historique. L'émotion populaire. Ils vont convoquer ce qui est léger, la légèreté, les gens aiment ça, un peu de folie, les gens aiment ça, et quelque chose qui leur rappelle, quelque chose qui les installe dans une certaine paresse intellectuelle. Vous savez, le plus difficile, je ne sais plus quel est ce grand écrivain qui disait, c'est tellement difficile de réfléchir que la plupart des gens passent leur temps à juger. Et aujourd'hui, tout ce que les gens ont à faire, c'est qu'ils veulent juger Gbagbo. Mais réfléchissez au lieu de juger Gbagbo. Pour ceux qui portaient sur la réflexion, je crois que le seul jugement auquel ils devaient se soumettre, ça a été fait. C'est le jugement de l'histoire. Ce qui est passé à l'A.E., c'est le jugement de l'histoire. Il y a d'ailleurs de très rares hommes qui sont jugés par l'histoire de leur vivant. Très rares. Parce qu'aujourd'hui, il est actuellement dans le monde le seul président qui a été jugé sur sa présidence de son vivant. C'est le seul. Le seul. Il n'y en a pas un autre. Et qui est sorti victorieux? C'est le seul. Il est le seul type qui, pour une fonction occupée, a été jugé et a été acquitté. C'est gros ça. C'est le seul dans le monde actuellement. Et autant que je le sache, il n'y en a pas dans l'histoire. Yeah. Sauf du temps des pharaons où on vous jugeait périodiquement. Parce qu'on jugeait la maison royale. Il n'y a pas en Égypte un type qui s'appelle le pharaon qui est le roi. Ça n'existe pas chez nous. L'iconographie occidentale dit n'importe quoi. Et les égyptologues, pour la plupart, ils me font plus sourire que vraiment... enfin, mais ce n'est pas un sourire sérieux parce que là, ils tronquent notre histoire. Il y a tout... C'est un couple. Parce que pharaon veut dire la maison royale. Ça ne veut pas dire un homme. C'est pas ça. Donc, vous avez le seul type qui fait 10 ans de pouvoir, qui est jugé sur les 10 ans de pouvoir et qui est acquitté. Aucun président aujourd'hui sur Terre ne peut revendiquer cela.
Donc c'est le seul, s'il y avait quelqu'un qu'on peut appeler un saint. C'est ça qu'on appelle être un saint. Ça veut dire que on vous juge et on reconnaît que vous n'avez rien fait. C'est ça. Que vous êtes innocent. Le seul à revenir d'une déportation vivant. Hein. C'est le seul. C'est ça qu'on appelle être un saint. Donc, je crois que nous ne devons pas nous laisser traîner dans des choses qui n'ont pas d'intérêt. On ne dit pas qu'elles n'existent pas. Là, tout à l'heure, Triple A, les faits ont été convoqués. Oui, mais ça, c'est des faits. Nous, on ne va pas commencer à nier, par exemple, qu'il n'a presque pas prononcé le nom de Madame Simone Gbagbo. Non, mais au fond, je reviens sur la stratégie. Le drame de la situation de Laurent Gbagbo, c'est de renvoyer à au seul précédent que le monde moderne ou l'Afrique connaisse, c'est Mandela. C'est même pas la même chose en plus. Sauf que cet exemple qui ne ressemble que très vaguement, parce qu'au fond, la seule chose qu'ils ont en commun, c'est d'avoir été en prison, emprisonné par les Blancs, si vous voulez, on appelle ça comme ça, par les Blancs. Pas les locolaires. Mais en fait, l'un était président, l'autre ne l'était pas. L'un a été kidnappé, l'autre a été arrêté, jugé et séparément pour une décision de justice qui s'est retrouvé en prison. L'autre a été emprisonné avant d'être jugé. En fait, il n'y a pas de vraie ressemblance, mais dans l'imagerie populaire, c'est à ça que ça renvoie. Et c'est pour ça que vous verrez beaucoup de gens comparer Simone Gbagbo à Winnie Mandela. C'est pas la même chose. L'une était première dame, l'autre ne l'a finalement pas été. Et donc, en fait, c'est pas la même chose. Et la situation dans laquelle nous sommes est un moment de l'histoire où nous devons rester concentrés. Autant que je le sache, chez nous en Afrique, il ne nous est pas permis de parler des histoires de couples de nos parents qui ont 16 ans. L'une des choses qu'on a toujours reproché aux gens dans un pays comme le Cameroun, c'est de parler de l'intimité de la première dame et du président de la République. En quoi ça nous concerne? On s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est est-ce qu'on a de l'électricité? Est-ce que les vendeuses du PK14, on a construit un marché? Parce que le fond du problème dans cette histoire de PK14, mais où est le maire? Il fait quoi? Son problème, c'est quoi? Ses collaborateurs... Ils sont où? Il fait quoi? Donc, c'est ça le problème dont nous devons parler. Ce n'est pas d'aller dire que le président a fait si sa femme a fait, ça ne nous intéresse pas, c'est leur vie. Et de l'autre côté, quand nous sommes dans une situation où on veut nous sortir de la misère, parce que le fond du problème en Côte d'Ivoire, vraiment, quand je vois les gens passer du temps à parler du divorce, de ci, du divorce, de ça, il faudrait qu'un jour cet avocat nous dise qu'il lui a donné l'ordre de faire sortir, d'émettre ce communiqué et de le publier. Un jour, il nous le dira. Je peux vous l'assurer, tous ceux qui commettent des impairs autour de Gbagbo, un jour ou l'autre, ils en rendent compte. Je n'ai pas besoin de vous rappeler le sort de Sarkozy. Je n'ai pas besoin de vous rappeler tous ceux qui sont décédés occupant de hautes fonctions en Côte d'Ivoire depuis un certain temps. Ils ont été fiolisés. J'en sais rien. Je dis simplement pour chuter. Je dis simplement pour chuter qu'il y a eu une prophétie. Oui. Et je crois, enfin, il a dit quelque chose. Lui, il a dit et c'est en train de se réaliser. Donc, tous ceux qui s'amusent à nuire à ce qu'il fait, c'est leur problème. Mais en fait, et c'est par là que je voudrais chuter, c'est que, au fond, président, il n'a pas tort. Je pense, c'est ma conviction. C'est l'idée que la seule façon dont il fallait rouler les Occidentaux, la presse, et faire sortir les lièvres de la brousse, c'était de théâtraliser quelque chose et de voir qui est authentiquement porté, concentré sur les objectifs du FPI et qui sont ceux qui, au fond, ne sont là que par opportunisme. C'est tout. Parce que Gbagbo n'est pas bête. Il sait que la seule personne qui incarne, qui connaît, pas seulement de façon intellectuelle, mais qui connaît de par cette tripes et qui l'a exprimé, qui l'a rédigé, la ligne politique, l'option, l'orientation, l'idéologie politique du FPI, ça s'appelle Simone Gbagbo, c'est la seule personne. Et que toutes les autres personnes qui sont là aujourd'hui, au fond, n'y sont pas. Et c'est son entêtement. Parce
que ça, on l'oublie, on n'insiste pas beaucoup dessus. C'est son entêtement sur le fait que je ne parle à personne tant que mon mari n'est pas là. Vous connaissez beaucoup de femmes qui font ça. Et est-ce que vous imaginez ce que ça veut dire pour qu'ils parliez de l'amour de Brassens? C'est ça qu'on appelle l'amour. Mon mari n'est pas libre, je ne parle pas avec vous. Il est libre là maintenant. Et il a fallu une telle ténacité, une telle abnégation, un tel sacrifice de cette dame-là pour qu'on en arrive là aujourd'hui. Et vous croyez que Laurent Gbagbo, du fond d'une cellule froide, il vous disait lui-même qu'il n'y avait pas de bonne nourriture là-bas, donc il était obligé de faire comme il peut. Du fond de cette cellule, il passait son temps à faire quoi? Il passait son temps à se demander, mais par quel miracle cette femme s'était retrouvée sur mon chemin? Je crois qu'au fond, il a voulu lever, il a voulu faire sortir les lièvres de leur broussaille. Et en faisant sortir les lièvres de leur broussaille, vous avez vu la haine qui s'est déversée? Vous avez eu les fonds, c'est-à-dire que tout ce que les gens gardaient au fond d'eux, comment c'est sorti? Vous avez vu tout ce qu'il a fabriqué. Je dois vous dire, il y a des gens qui se font passer pour les plus grands experts de droit en Côte d'Ivoire, fabriqués par Gbagbo. Vous avez vu que tout le monde est sorti de la brousse. Donc maintenant on sait. Les bâtonniers. Tout le monde est sorti de là. Moi je sais pas, ils sont sortis. Et vous avez vu tous ces gens-là. Ils sont sortis de la brousse. Et ils ne savent pas ce qu'on appelle polygamie en Afrique. La polygamie n'est pas le fait des hommes. La polygamie, c'est le fait des femmes. Parce que nos sociétés sont matriarcales et que la polygamie signifie la solidarité des femmes de vouloir que chacune d'elles ait une descendance. Qu'est-ce que Simone Gbagbo a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Ce n'est pas ça? Elle a payé les études. Est-ce que ce n'est pas ce que Simone Gbagbo a fait? Mais quand les gens parlent d'une dame qui rentre un peu comprendre, connaître un peu plus l'Afrique, les gens disent tout et n'importe quoi, ils ne connaissent pas l'Afrique et ils ne savent pas quelles sont les réactions possibles de vrais Africains. Ce dont ils ont peur, tous ceux qui sont instrumentalisés là, c'est des idées nationalistes. Et c'est tout. Et les idées nationalistes. Et c'est tout. On ne va pas également oublier, docteur Jean-René Douma, que Simone et Yves Gbagbo a payé les études, hein, il faut le dire comme ça, à Nadi Bamba. Ça, il faut également le dire. Et pour le docteur Yamtimba, après son explication, là, on a l'impression que Gbagbo a lancé un pavé dans la mare pour savoir qui était encore avec lui avant de commencer justement le grand combat. Cette analyse a été déclenchée par le président Bandakani. Oui. Il a rappelé qu'il parle en homme politique. Et je pense que le docteur Yam, lorsqu'il renforce l'analyse, évidemment, c'est pour dire que lorsqu'on regarde la posture de ce grand homme, sur tous les plans, particulièrement sur le plan politique, c'est un monument, c'est un patriarche. Donc, je pense que cette analyse-là rejoint beaucoup plus la réalité, que les choses ont été faites sciemment. Et donc... pouvoir les loups sortir de la brousse? Tout à fait, parce que c'est quand... vous savez que c'est quand vous êtes dans des difficultés... Quand vous reconnaissez vos vrais amis et vos frères. Voilà, c'est en ce moment-là que vous reconnaissez vos vrais amis. De toutes les façons, généralement, la plupart des gens qui vous fréquentez disparaissent dans la nature. Entièrement et totalement. Voilà. Et donc, vous restez seul. Le retour face à vous-même et glorieux du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire était une occasion pour beaucoup qui n'y croyaient pas, qui étaient contre. Voilà, de revenir, commencer à jouer peut-être le jeu, faire semblant. Parce que son retour ne s'arrive pas à son arrivée. Ça a été déjà suffisamment dit. Il faut qu'il rentre dans tous ses droits. Et le premier droit, c'est qu'il exerce d'abord son mandat de président de la République avant toute autre chose. Donc, les gens commencent à chercher à se positionner, à dire « Ah non, mais moi, je n'étais pas de l'autre camp, hein, je suis plutôt, etc. » Bon retour ici. Donc, je suis totalement de cet avis que, de par sa sagesse, de par l'expérience qu'il a en tout point de vue, c'est pas quelque chose qui devrait passer de manière anodine. Lorsque je l'ai dit, la polygamie, elle est africaine, et c'est même bien.
ce n'est pas à comparer avec les LGBTI, quoi, je sais pas, exponentiel de... LGBTQIA+. Parmi ceux qui encouragent, ceux qui ont les moyens d'être polygames. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est eux qui ont pris l'initiative de le faire. Voilà. Tu es docteur en interprétation. Il fallait que je... Vous savez, je fais des recherches tous les jours. Il faut que j'éclaircisse les téléspectateurs. Ils sont arrivés jusqu'à plus. Je dis simplement que tu es docteur en ça. Voilà. Ils sont arrivés à plus, on ne sait pas quoi. Bon, Voilà. sûrement il y a d'autres lettres qui, moi encore arrivent. Bon, vous savez, il y a des choses. Allons-y, docteur Jean-René Douma. Nous souhaitons que de plus en plus de journalistes fassent pareil pour éclairer l'opinion, pour éclairer le peuple. Donc, vous avez rompu mon fil conducteur. Ça va venir, ne vous inquiétez pas. On va vous rebrancher tout de suite. Donc, je disais que, juste lever cette équivoque-là, hein, supposons, par rapport à certains médias, oui, que je ne veux pas citer ici, que le président Laurent Gbagbo aurait épousé Nadi Bamba. Supposons. Oui. Ça voudrait dire que soit il a épousé la première dame en régime polygamique, oui, donc ça ne poserait pas de problème. Ok, il peut avoir une deuxième femme, peut-être même une troisième, etc. Non, en Côte d'Ivoire, la polygamie serait interdite par la loi. Ah bon, ok. Donc si la polygamie est interdite en Côte d'Ivoire par la loi, c'est pas le président Laurent Gbagbo qui va aller à l'encontre de la loi. On a quand même certains chefs d'État qui ont pris les femmes des anciens chefs d'État. La probabilité pour qu'il ait épousé une seconde femme sans avoir divorcé avec la première tend vers 0. Oui. Donc, mais maintenant, revenons sur les... Vous savez, pour nous, il est clair que c'est une question qui est close. Oui. Nous, et je pense que je peux le dire comme ça, en disant nous considérons qu'il n'y a pas de débat sur la vie. Il y a un espoir justement, par exemple, avec l'information que Griotte nous a donnée d'ailleurs depuis hier, qu'il y aurait un entendement justement, une entente entre Laurent et Simone Gbagbo, qu'ils ont pris l'initiative de passer justement à ne pas divorcer, il faut le dire comme ça, et à revenir ensemble. Mais bravo. Bon, on va encore chercher à savoir si l'information est réelle. Le président Banakani les a déjà exhortés à pouvoir revenir à leurs meilleurs sentiments. Pour nous, l'idéal, c'est que c'est le couple présidentiel. Oui. Il va demeurer le couple présidentiel. Et nous passons aux choses plus importantes, qui sont même, dont leur union constitue, on va dire, un peu la base. Okay? Et ces choses importantes, c'est quoi? C'est que nous avons demandé, et on le répète chaque fois, le retrait immédiat des troupes françaises en Côte d'Ivoire et en Afrique, parce que c'est une annexion militaire. D'accord? Nous avons, moi je ne parle plus du franc CFA. Je dis que chaque pays en Afrique, pour que ça aille vite, doit battre sa propre monnaie sous la forme physique et sous la forme digitale. Oui. Maintenant, progressivement, les pays verront comment est-ce qu'ensemble, ils peuvent, en tenant compte de la convergence des critères, pouvoir avoir une monnaie commune. Mais il ne faut pas attendre que vous soyez 10-20 pour battre une monnaie commune. Donc, il faut battre la monnaie parce que le franc CFA, c'est classé. Quand vous battez votre monnaie, vous n'utilisez plus le franc CFA. Donc, c'est la meilleure façon de régler cette question-là pour qu'on n'en parle plus. Parce que c'est le socle de l'économie de tout pays. Je voudrais sortir par des questions d'éducation. Oui. Parce que les histoires de LGBTI, machin et tout ça, ça passe pas des manuels didactiques, ça passe pas les télévisions, etc. Une parenthèse, vous voyez la publicité, j'ai regardé une publicité sur certains médias qui exhortent des gens à aller se faire vacciner, oui, aller se suicider, d'accord, en prenant ce poison-là, là où on montre les gens à l'opéra, on montre les gens en train de prendre de la glace, ils sont contents. Dans un restaurant, dans un parc. Et après on vous dit pour le faire, la meilleure chose à faire, c'est de vous faire vacciner. Allez vous empoisonner, comme ça vous allez commencer à sortir librement, aller vous amuser. Si les gens aimaient justement ce vaccin, ils iraient sans qu'on les convainc. En fait, c'est parce que jusqu'à preuve du contraire, ils ne sont pas convaincus. Ce sont des méthodes qu'on les appelle très subtiles.
Mais ce sont Par des méthodes subliminales. Hein. Tout à fait. Sur le plan psychologique, ce sont des méthodes... Ce sont nazies. Ce sont des méthodes... Oui. Non, Parce que ce sont des méthodes efficaces parce que le subconscient enregistre cela et déclenche des comportements qui ne viennent véritablement pas de vous. Et donc, il faut fustiger ça. Et quand on le dit, c'est pour dire aux gens, les publicités comme ça, il ne faut même pas les regarder. Et puis, faites tout pour mettre un filtre afin que ça ne puisse pas agir. Donc, l'éducation est au centre, n'est-ce pas, des questions de tout État et du continent africain. Il faut que nous soyons capables nous-mêmes de commencer à refondre nos programmes d'éducation, à faire nos manuels d'éducation, à former nos enseignants, parce qu'un enseignant, il ne donne que ce qu'il a reçu, et donc, s'il est formé par les autres, il va venir tenir le discours que les autres lui ont enseigné. Et évidemment, ça sera le discours des homosexuels, des LPDG, tout ça, les lesbiennes, etc. Donc, il faut faire attention. Récemment, j'ai eu une information d'un certain nombre de personnes, y compris un collègue au Japon, qui me faisait savoir qu'il y a une université au Japon qui a fermé 21 facultés. Fermées parce que ce sont, d'après cette université-là, ce sont des métiers qui sont en voie de disparition et dont il n'est plus question de former les Japonais dans ces différentes facultés-là. Vous vous rendez bien compte. Et donc, il faut qu'on commence à regarder pour chercher à anticiper, parce que d'ici l'horizon de 5 2035, ans, il y a pratiquement 50% à 60% de métiers qui existent déjà, qui vont disparaître. Donc, il ne faut pas qu'on forme des gens qui arrivent sur le terrain et qui n'auront absolument rien à faire. Ils ont été mal formés. Albert Anatole ici, bon, comme le déclarait déjà le docteur Jean-René Douma, ce que l'œil voit, ce que l'oreille entend, l'esprit finit par le croire. N'est-ce pas de bon ton aujourd'hui de dire à tous les Africains et surtout aux Africaines d'arrêter justement la distraction avec les novellas et sans oublier les mauvaises nouvelles et sans oublier aussi, on va le dire comme ça, des informations de fond de culotte. Oui, disons que moi je parle toujours comme un journaliste. Un journaliste, ça ne spécule pas. C'est pas quelquefois... Il aime le scope. Non, un journaliste, il rencontre. Il veut les éléments factuels. Voilà. Donc, voilà. Il faut bien que vous laissiez Triple A aller au bout de sa pensée. Le dictateur démocratique. Mais il faut quand même, pour revenir à la thématique, il y a quand même un certain nombre d'Ivoiriens qui se posent un certain nombre de questions. Oui. Et parmi ces questions, j'en ai peut-être 2 ou 3. La première question, pourquoi est-ce que Nadiani Bamba n'est pas allé à La Haye, n'est-ce pas, 4 ans après, je veux dire en 2011. Pourquoi ces cons n'ont-ils pas été bloqués comme ce fut le cas pour... Oui. Pourquoi est-ce qu'au moment où Babo a été déporté à La Haye, Simon Babo, Ouattara a refusé que Simon Babo le soit également? Lorsque, vous savez, il n'y a pas, sur l'espace politique, rien n'est au hasard, rien du tout. Et puis, nous constatons, lorsque nous convoquons les éléments historiques, notamment de 2011, lors de la campagne de 2010, c'est Nadiani Bamba qui gère la communication de Laurent Gbagbo, dans le cas de la campagne électorale. En association avec un groupe français. Et aujourd'hui, nous fait comprendre que Nadiani Bamba travaille pour le compte de Bolloré et Lagardère. Ça fait quand même beaucoup de coïncidences. Beaucoup de coïncidences quand même bizarres et curieuses. Donc, alors, il faut donc questionner le rôle de cette dame actuellement autour, justement, du président Gbagbo. Ça, c'est important. C'est des questions essentielles parce que c'est ça qui préoccupe les Ivoiriens. Peut-être moi aussi. Puisque nous connaissons la ligne politique et du Front populaire ivoirien et de Laurent Gbagbo et ses combats. Parce qu'il ne peut pas avoir fait la prison pour rien. Justement, il a fait la prison parce que il était un anti-système. C'était un opposant, mais anti-système à l'époque. Est-ce que il s'est passé beaucoup d'eau ayant coulé sur le pont? Il a un peu dilué, je dis, sa posture. Voilà, c'est ça. Voilà, enfin, ce que tu dis, ce que personne ne veut dire. Non, ça c'est important. Et c'est triste. Alors, moi je pense qu'il faut donc répondre, il faut donc apporter des réponses concrètes et objectives aux Ivoiriens et aux nombreux Africains. Tout à l'heure, je vous ai dit lors de ma première prise de parole que lorsqu'il revient, lorsqu'il sort de la déportation,
Mais il suscite beaucoup d'espoir, comme autant qu'il les suscitait quand il était parti. Oui. Mais, avec ces affaires de fonds de kilo qu'on met dans l'espace public, ça pose un problème quand même. D'abord au niveau de la crédibilité de l'homme et du couple. Parce qu'il faut quand même dire, ce sont des mythes politiques en Côte d'Ivoire. Pas seulement en Côte d'Ivoire. Sur toute la scène politique africaine. Au niveau du monde, sur la planète. Ce sont des monuments politiques. Donc on ne doit pas s'amuser comme ça avec l'image de ces monuments politiques. Maintenant, pour revenir à votre question, écoutez, c'est ce que nous faisons tous les jours. C'est ce que nous disons aussi tous les jours. Que nous devons avoir, en tout cas nous devons imposer, du moins ceux qui ont la gestion du pouvoir, devraient imposer à la limite de ce qui est permis par la loi fondamentale, sans offusquer les libertés, de mettre en place ou de susciter des médias qui sont là pour l'éducation des masses et non pour le divertissement. Malheureusement. Et pour la distraction également, Albert Anatolaïsi. Il y a très peu de chaînes de télévision qui ont des programmes comme DBS qui militent tous les matins dans le processus d'éveil, de conscientisation, d'éducation, d'information. Mais dès que vous appelez là tout à l'heure, vous allez constater que si on n'est pas en train de chanter, on n'est pas en train de regarder une vidéogramme de Fali Poupa, on s'est en train de regarder un truc en bleu de rose. Bon, ça, je pense que l'Afrique a peut-être besoin de se divertir, les Africains ont besoin de se divertir, mais davantage ils ont besoin, à mon sens, de se mettre à l'école. À l'école, on vous comprend parfaitement, Albert Anatolaïsi. L'Afrique, le continent africain est encore en friche. En friche. Il y a le président Badakani qui a besoin d'une réaction rapidement alors que je commence à lire les messages de nos téléspectateurs ce matin. Mais je salue Anatole parce qu'il met sur la table des choses qui nous permettent de régler, de clarifier des petits poisons que les ennemis de l'Afrique jettent sur la table comme ça. Et c'est terrible. Par exemple, on vous dit que oui, pourquoi on n'a pas bloqué son compte? Mais allez demander à celui qui bloque les comptes pourquoi il n'a pas bloqué son compte. Vous pouvez demander ça à Bagbo. Qu'est-ce qu'il a à y voir? C'est pas Bagbo qui pose la question. Non. Je dis que je ne vous réponds pas. Je dis que je profite de ce que vous faites pour régler certaines choses. On n'a pas bloqué ses comptes. C'est la faute de Bagbo. Qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans? C'est sa femme en os coutumière. Parlons comme ça. Est-ce que les gens oublient ça? Sa femme en os coutumière. Lui, il est déporté. Les manipulateurs font des scénarios, justement, parce qu'ils sont dans des perspectives pour casser le combat. Parce qu'ils sont dans la vieille logique de l'ennemi, diviser pour mieux régner. Mais le président, qu'est-ce qu'il fait de ça? Qu'est-ce qu'il a à y voir? Qu'est-ce qu'il peut faire pour empêcher ça? Rien. Monsieur Ngos, rien. Donc, il faut qu'on a demandé au bloqueur de compte pourquoi il a laissé le compte de Nadi Bamba sans bloquer. C'est à lui qu'il faut demander ça. Mon cher Ngos, c'est à lui qu'il faut demander ça. Troisièmement, j'en avais dit ici, quand Bagbo s'apprêtait à rentrer. Le jour où on a fait le débat, nous l'avons dit. Nous l'avons dit. Oh, il faut dire. Il a la mauvaise conscience de tous ceux qui ont trahi. Et je vais vous dire, quand dans une lutte, vous restez fidèle, là où d'autres ont fléchi, ceux qui ont fléchi et trahi vont tout faire pour que vous les ressemblez. Quitte à inventer des histoires et mettre sur votre tête. Alors, ce genre d'insinuations qui sont dehors, que le Bagbo, oui, il a mis le lot dans son verre, il a partisé avec l'ennemi. Il ne faut pas dire ça, amenez les preuves. Sortez les preuves. Mais vous n'en avez pas, ils n'en ont pas. Sortez les preuves. Ils n'en ont pas. Peut-être vous connaissez mal l'homme. Bagbo, c'est connu. Il est intransigeant sur les principes. Et qu'est-ce qu'on ne lui a pas offert avant qu'il soit déporté? Obama lui a fait la corruption en public, tout le monde a vu. Qu'est-ce qu'on ne lui a pas offert? Qu'est-ce qu'on ne lui a pas offert? Les États-Unis ont fait le paradis au président Bagbo à Mondovision pour lui dire que laisse le pouvoir. C'est qu'il voulait démontrer par l'absurde qu'il avait gagné les élections. Bien sûr. Ça voulait dire. Qu'est-ce qu'on ne lui a pas offert? On dit non, il a mis du moulin dans son vin. Non! Je te remercie parce que tu permets de démontrer que ce ne sont pas des arguments, ça. Et que les gens cherchent des poux. Alors, sa femme a travaillé pour Bolloré, elle fait des marchés. Mais Bagbo, président, a donné un port à Bolloré, oui ou non? Si. Ça voulait dire trahison. On gère le rapport de force à un moment donné dans la vie politique. Ça voulait dire trahison. Mais si Bagbo, en tant que président, l'a fait, qu'est-ce qui vous surprend si sa femme, en os coutumière, je précise, n'est-ce pas, travaille avec ces gens-là? Non. Merci, monsieur. La diversion. Merci. Tous ceux, je termine, tous ceux qui veulent donner les leçons de radicalisme de façade contre la franc-maçonnerie, pour la plupart, ils sont tous en Europe, ça vous dit rien, et en France. Et moi, je leur rappelle toujours que si la France est si démoniaque que ça,
d'après vos analyses, vous faites quoi là-bas? Est-ce qu'on habite chez un démon? Nous, on n'est pas chez le démon, nous, on est ici. Hein? Vous faites quoi là-bas? Et ces gens qui donnent les leçons, Gbagbo dit que bon, non, il laisse ça avec les Français, traite tous les jours avec la France. C'est que nous, on ne fait pas. Tous les jours, ils traitent avec la France, ils peuvent mourir si on leur refuse un sale visa français. Ils peuvent mourir. Non, il ne faut pas qu'on distraie les gens. Les choses sont claires dans cette affaire. Le président est resté cohérent jusqu'au bout. Je vais terminer tout à l'heure. C'est pour ça que tout à l'heure a dit une chose. Quand il disait que Mandela n'est pas comparable à Gbagbo, oui, au niveau de la gestion de leurs épouses. J'ajoute à ce qu'il dit, c'est que la séparation de Mandela et de son épouse Simone était inscrite dans les négociations qu'il faisait avec les gens de l'apartheid. Alors, Gbagbo, vous l'avez vu où dans les négociations? Vous avez une photo? Vous avez vu ça où? Dans une négociation où le sol et son épouse est mis sur la table. C'est où? En tout cas, moi j'attends. Moi j'ai appris une chose. Ça c'est l'histoire de l'Afrique, c'est notre tradition. Quand un roi dit merci en public à quelqu'un, ce n'est pas toujours une bonne nouvelle. C'est souvent une bonne nouvelle, mais ce n'est pas toujours une bonne nouvelle quand un roi vous remercie en public. Que ceux qui ont les oreilles entendent. Messieurs, pour mettre de l'eau dans votre vin, une information de dernière minute. On ne va pas également oublier, parlant de Nadi Bamba, après la chute du président Laurent Koudou Gbagbo, elle s'exile à Malabo en Guinée équatoriale, puis elle va du côté d'Accra, du côté du Ghana, accusée par l'Union européenne d'avoir fait obstruction au processus de paix et à la réconciliation nationale et surtout de paix en Côte d'Ivoire. Ses avoirs sont gelés. Elle attaque cette décision en justice en qualifiant ces accusations d'insensées. En juin 2011, la Cour de justice européenne, la CJE, lui donne raison et annule les sanctions formulées par l'Union européenne, lui permettant de retrouver la plénitude de ses finances et tous ses droits. Il faut également préciser à nos téléspectateurs également que la Côte d'Ivoire la soupçonne d'avoir financé des opérations de déstabilisation alors qu'elle dénonce pour sa part l'acharnement du nouveau pouvoir ivoirien avec justement la mort qui est pouvoir. Oui, mais sauf que dans ce coup-là, Guillaume Soro, à l'époque, il était, je crois, Premier ministre, a dû intervenir. Messieurs, permettez-moi de lire les messages de nos téléspectateurs. Ce matin, bonjour DBS, la chaîne de l'éveil seule au monde qui aborde les sujets qu'on ne peut trouver nulle part. Dans les chaînes mainstream, vous êtes l'université de la vraie connaissance médiatique. Eh bien, nous les Africains, on commence à s'affranchir petit à petit de l'obscurantisme imposé par l'Occident depuis des siècles. DBS veut dire dévoiler pour le bien de la société. Voilà signifie DBS. Bon, j'espère que la personne nous accompagne, elle nous a pas laissé le nom. Il a un brevet d'invention. Il a un brevet d'invention. Dévoiler pour le bien de la société. Bon, désormais, c'est comme ça qu'il s'appelle DBS. Allez savoir. Merci à cette personne qui ne nous a pas donné son nom ce matin. Mais permettez-moi de commencer par les derniers messages, de peur qu'on commence à m'accuser d'impartialité. Ou alors de partialité. De partialité. Discrimination. Et de discrimination. C'est M. Mahamadou dans la ville de Guider, au nom du Cameroun. Bonjour M. Ngossi, bonjour à tous les panélistes. Merci d'avoir réveillé les Africains. Mon numéro de téléphone est le 695. Bon, d'accord, on est revenu encore à la même. Bon, j'espère que Jean-Jacques a le stylo pour prendre le numéro parce qu'apparemment ils sont nombreux les personnes qui veulent aller à votre école. 695 31 93 86 673 87 voilà l'enseignant. 60 64. Il s'appelle Hamadou. Voilà, il veut aller à votre école. Je serai ici, je serai son élève ici au nord s'il décide de créer un parti panafricain au Cameroun. Quant au thème du jour, l'Africain ne dit jamais ses secrets à son épouse. Elle doit suivre son mari, même dans le feu. C'est ça, la femme africaine. Dans le cas contraire, la famille s'est réunie et on peut la remplacer. Merci aux promoteurs de la chaîne DBS. Bon, là, on sait pertinemment d'où ça vient. On vous comprend parfaitement. Bonjour Steve, bonjour à toute ton équipe, sans exception. Le député dont on parle doit être pendu parce qu'il est vendu. Franchement, ce député doit être pendu. Quelle que soit son appartenance politique, parce qu'il a mordu à la meçon de l'impérialisme. Car les traites n'ont pas de place parmi nous. C'est Diallo qui nous écrit depuis Luanda, en Angola ce matin. Bonjour Steve et son panel. Franchement Steve, quand vous taquinez comme ça à Mondo Vision, ça nous plonge dans d'autres extases, dans l'extase. Bonne continuation à vous et courage. C'est Malik Sabam depuis le Bénin. Ben oui, de temps en temps on doit se taquiner. On ne doit pas être toujours sérieux à tous les coups.
C'est ça aussi le plateau de télévision. On n'est pas très sérieux. Hier, on était très sérieux et les visages étaient graves. De temps en temps, quand même, il faut sourire, messieurs. La vie est belle, elle est courte, elle est dangereuse, mais elle mérite d'être vécue. Bonjour Steve, bonjour Didier, et bonjour à tous les brillants intervenants sur notre chaîne panafricaine. L'histoire se répète du côté de la Côte d'Ivoire, où monsieur Laurent Gbagbo Koudou annonce le divorce entre lui et son épouse. Et c'est un coup de Damoclès au sein de la famille biologique et politique de ce grand homme. Simone Gbagbo a-t-elle commis un adultère comme la femme de Nelson Mandela? Même jusque-là, messieurs, c'est une mauvaise interrogation. C'est ainsi qu'à la sortie de Mandela en prison en 1990, c'est le même scénario. Comment abandonner sa campagne de lutte dans de telles conditions? N'est-ce pas là une ingratitude de ces dirigeants? On fait l'éloge et une attache de renommée mondiale. Dans tout cela, M. Gbagbo n'a qu'à bien méditer sur le problème avant de prendre sa décision. C'est Améran Yao Emmanuel qui nous écrit depuis Tabiblo, du côté du Togo, ce matin. Bonjour Steve, je suis très déçu de l'indignation de M. Haïssi ce matin sur le dossier PK14. La propriété foncière appartient à celui qui a un titre foncier. L'installation illégale nous pose des sérieux problèmes ici à Douala depuis un moment sur nos terres. Cette personne n'a pas donné son nom. J'espère que vous êtes complice et que vous avez voulu vous dédouaner dans cette affaire. Allez savoir. Donc pour vous, il faut chasser 100 mamans qui sont en train de vendre. C'est une emprise publique. Bon, allez savoir. Didier, ce matin, j'insiste à recevoir le numéro de tout un chacun et s'il faut de tous les panafricains du monde, car je veux créer un groupe réunissant tous les jeunes africains éveillés et vous serez les animateurs et nos mentors, car les Occidentaux ne veulent pas des États-Unis d'Afrique, alors que nous jeunes, on va en créer les États-Unis jeunes d'Afrique. Là, on oubliera nos partis politiques de merde aussi, nous déciderons nos jeunes Africains. D'accord, cette personne également n'a pas laissé son nom ce matin. On vous a suivi, j'espère seulement que on vous suivra également. Très violent d'ailleurs les Africains. Bonjour mes frères, c'est rare de faire asseoir le président de votre droite, hein, à votre droite. C'est vraiment sérieux aujourd'hui. Non, oui, ça se sera à ma droite. Arrêtez de faire le droite, même chose. Ils observent très bien. Mais ils observent, c'est pas parce qu'ils s'assoient sur la gauche. Un patriarche bantou ne divorce pas à cet âge si on sent la manipulation lors de son incarcération. Et puis en plus de ça, je suis Dieu, il est Jésus. Je suis à ma droite. Il va couper ta tête là. Il est l'esprit sec. Il va couper ta tête. Docteur, il va couper sa tête. Continuerait comme ça. Non, on continue comme ça. Il va couper sa tête. Continuerait comme ça. Bonjour, le divorce de Gbagbo est un non-événement. Il faut savoir lire et comprendre ce que ne disent pas les politiques. Il est dans la suite logique d'un pacte avec Ado, sa libération par la Cour pénale internationale alors qu'on voit la mort fioler les Ivoiriens. Ah bon, ce mot-là, vous savez que maintenant c'est pas bien. C'est un mot historique. Ouais. Fioler, fiolisé. J'espère que ça va entrer dans le dictionnaire. Il y a un fioleur, il y a un fioleur. Professionnel, c'est la fiole. C'est quand même... Eh bien, ce monsieur qui est rentré n'est pas celui qui est parti en Côte d'Ivoire en 2011. La dame ne sait plus ce qu'elle peut encore en dire. Respect à elle. Blé Goudé est maintenu hors du pays afin que le pacte se fasse sans le têtu. Arrêtez de rêver. Ce qui se passe à Abidjan laisse parfois pantois les naïfs. C'est Iwoni Cyril qui nous écrit depuis Douala au Cameroun. Vous avez encore des choses à apprendre. Bonjour à toute l'équipe, la Dream Team. En tout cas, moi je préfère que l'homme fort Gbagbo ait même 4 femmes à la différence des politiques occidentaux, pédophiles et pédés. Mais ces colons ne vont pas nous distraire et, comme l'a dit le Woody de Mama, nous mènerons ce combat jusqu'au bout. C'est Kochi depuis la petite France. Voilà, Kochi qui est en France mais qui appelle maintenant la petite France. On vous comprend. Bonjour DBS, longue vie au président Bandakani. Grâce à lui, j'ai transformé les gens de mon entourage au panafricanisme. D'ailleurs, tout le monde m'appelle maintenant Bandakani. C'est Farouk qui nous écrit depuis Lomé au Togo. Là encore, des messages. Les dirigeants du 237 adorent les gangsters de la finance mondiale. Cette personne nous envoie des informations. Je le regarderai plus tard. Messieurs, celle-là aussi nous envoie des informations. Bonjour Dibier, je suis vraiment dérangé par le divorce du couple présidentiel qui soit récupéré pour détourner les Ivoiriens et les Africains des vrais problèmes de la Côte d'Ivoire. Mais cette fois-ci, ils montent. Nous n'allons pas entrer dans leur jeu de distraction. Bonne journée à vous. C'est Gilles Le Raré, le panafricaniste, qui nous a également écrit ce matin. Bonjour Monsieur Ngossi, à tous vos panélistes. C'est un vieux stratège que de dévier le débat politique vers les problèmes privés. Nelson Mandela et Winnie Mandela ont eu la même situation. De plus, en Afrique du Sud, j'avais des amis membres des jeunes de l'ANC, appelés ANC Youth League, et même au sein de ce mouvement, les affaires privées créent des groupes, alliances et conflits internes. Mais le débat politique ne change jamais. C'est du déjà vu et de la pure distraction. Le disque est rayé. C'est Moto qui nous écrit depuis la Suisse ce matin.
Alassane Dramane Ouattara est bel et bien rentré en Côte d'Ivoire depuis le 30 juin 2021, nous fait savoir d'ailleurs un téléspectateur. Merci pour cette information. Bonjour le panel, peu importe les dessous du président ne nous intéresse pas. C'est sa vie. La mort est tellement désespérée qu'il s'accroche surtout, n'y arriverait pas avec son patron le Jupitérien. Le président est si intelligent qu'il saura quoi faire. Je ne m'inquiète pas. Il va sauf que récupérer sa place. La mort continue juste de trembler. Ahmed qui nous écrit depuis Benghazi ce matin. Toujours des messages et surtout des informations données par nos téléspectateurs. Bonjour le panel, bonjour Monsieur Ngo. Je partage entièrement le point de vue du président Badakani sur le divorce du couple Gbagbo. Ne nous laisse pas distraire par ce genre de sujet. C'est une peau de banane. Prenons le cas de Macron. En France, non seulement ce dernier a épousé sa grand-mère, il avait aussi le fameux Benalla qui était sa maîtresse. Les médias français connaissent les rapports intimes entre les deux. Ils n'ont pas fait état. Nous devons accompagner le président Gbagbo dans son palais tout simplement. L'usurpateur est en fuite. C'est une joke qui nous écrit depuis Yassa, ici même à Douala. Bonjour Steve, bien vu président, les Occidentaux veulent seulement fragiliser Laurent Gbagbo et cette séparation n'enlève en rien la grandeur de Simone et Yves Gbagbo. C'est même une protection pour elle car les endocolons sont nombreux autour d'eux. Comme le dit le président, c'est un non-événement. Beaucoup de courage à nous tous, nous sommes avec vous. C'est Franco qui nous écrit depuis Lokbaba, ici même à Douala. Bonjour Steve, je suis étonné d'IBS et ses invités pour la première fois voient un problème comme un tabou. Le problème n'est pas que Gbagbo veut prendre une deuxième femme, mais qu'il veut divorcer. En Afrique, on ne divorce pas à un certain âge. C'est Séraphin qui nous écrit depuis Baganté ce matin. Bonjour Dibier, je suis énormément fier dans ma peau noire d'écouter toutes ces paroles de sagesse débordées des analyses de vos panélistes. Le président Gbagbo risque de se laisser distraire par ces histoires de divorce qui ne sont en vérité qu'une affaire privée. Il faut souligner que les ennemis qui l'ont écarté pendant des années connaissent les circonstances d'une telle absence. Il n'en résulte que du chaos et nous sommes en train de le réaliser. Il faut alors rester vigilant. Je voudrais encore féliciter le président Badakani pour son élégance ce matin. Un grand bravo à son styliste. Merci à vous tous. Vous êtes grands, vous êtes les meilleurs. Cette personne nous écrit depuis l'Allemagne ce matin, mais ne nous a pas laissé son nom. Bon, vous êtes toujours élégant. Hein. Souriez. Vous n'avez pas vu le docteur hier? Bonjour, notre grand journaliste, Monsieur Ngos. Il est bien vrai que si vraiment notre héros vivant Gbagbo a demandé le divorce avec notre reine mère Simone, que nous, on a tous vu sous des bombes françaises avec des cheveux arrachés et presque nus, ça ne changera rien sur le combat qu'il a remporté sur l'impérialisme et que nous en sommes fiers. Mais vraiment, fallait-il que ce soit maintenant, ce divorce? En Côte d'Ivoire, le FPI est toujours assimilé au couple Simone-Laurent Gbagbo. Merci pour le thème ce matin. Cette personne nous écrit avec le 250. Permettez-moi, monsieur, de regarder le 250. C'est quel pays? Jusque-là, la personne n'a pas laissé de nom. Bonjour Steve, bonjour à ton brillant panel, bonjour particulier au grand président Badakani, bonjour à l'équipe technique Steve. Cette pseudo-division au FPI arrive par rapport au fait que 95% de nos populations africaines en politique suivent beaucoup plus les hommes pour leur clivage ethnique par reconnaissance ou affinité plutôt que le programme politique, le projet de société ou l'idéologie qui est le socle sur lequel a été fondé le parti, de l'urgence et l'importance du travail de conscientisation des masses critiques que vous abattez sur DBS Matin au quotidien. Il faut que la jeunesse africaine se réveille en dehors du travail que vous faites déjà. Les musiques engagées comme celle de Kamal Radji, Kerry James, sans pub serait salutaire pour la jeunesse africaine en accompagnement avec vos merveilleuses analyses sur DBS Matin. Beaucoup de courage à vous et surtout longue vie à tous. Merci, c'est Rodrigue Florent Biacop qui nous écrit depuis PK5 à Newbell ce matin. C'est bien de dire ça. Bon, là encore, quelqu'un qui envoie des informations. Bonjour Steve, je suis Bamba Yakouba, j'appelle d'Abidjan, Côte d'Ivoire. L'histoire du divorce annoncé du couple présidentiel, en toute franchise, a pris à contre-pied les militants panafricanistes que nous sommes. Elle a stoppé immédiatement la célébration du retour de notre champion. En Côte d'Ivoire et même dans le monde, nous considérons ce couple de renards politiques. Nous pensons qu'à la longue, ils nous démontreront que ce fut juste une tactique politique pour eux. Le temps de prendre le pouls des choses
chose après 10 ans de séparation. Nous les rappellerons surtout de gérer au mieux cette situation pour le bonheur des Africains. Vive l'Afrique et surtout vive les Africains. Merci à vous également, Yacouba Bamba, du côté de la Côte d'Ivoire ce matin. Bonjour Monsieur Ngo, je salue tout le panel, je salue surtout la sagesse et l'intelligence du président Banda et la brillance des analyses du docteur Yamin Timba. Je souhaiterais apprendre avec le président Bandakani. Mettez-moi, s'il vous plaît, en contact. Merci, c'est Yanko de Libreville au Gabon. Je vais prendre votre numéro de téléphone immédiatement parce que les messages sont tellement nombreux et je les donnerai justement au président 04 57 et puis 10. Voilà, il s'appelle Yanko. Depuis Libreville au Gabon. Allons-y toujours avec les messages. Je vais encore prendre un dernier parce que je ne vais pas prendre le tout. C'est le tout dernier. Bonjour les panélistes, vous êtes franchement en train de réveiller les dormeurs africains. Gbagbo a été très mal conseillé. On a suivi tout son retour de l'enfer. C'est mal comporté vis-à-vis de Simone. Certaines choses ne se vident pas en public. Mandela a divorcé avec sa femme unie, mais dignement. C'est bon, un bonjour spécial à Bandakani. Cette personne nous écrit depuis la France, mais elle n'a pas laissé son nom ce matin. Docteur Yamin Timba, je vous dis merci d'avoir été là ce matin. C'est moi qui vous remercie et je suis très content d'avoir participé à cet échange. Oui. Et puis, il y a quand même une question qui me vient de la dernière prise de parole, docteur Douma. Pourquoi est-ce qu'on paye les câbles opérateurs au fait? On les paye pourquoi? Bon. Ils gagnent de l'argent en déversant du contenu publicitaire sur nous. Donc nous payons des gens pour subir de la publicité? L'escroquerie. Docteur Jean-René Douma, merci d'avoir été là ce matin. Merci monsieur Steve. Il paraît que 250 c'est l'indicatif du Rwanda. Du Rwanda. Voilà, la personne nous écrit donc depuis le Rwanda ce matin. Merci d'avoir été là ce vendredi. Merci de m'avoir invité. J'espère que ça va continuer. Ben ça va continuer. Ça va toujours continuer. Albert Anatola ici, merci d'avoir été là ce matin. Écoutez, Steve Joselongos, je veux sortir par là où je suis entré. Il faut éviter la manipulation des opinions. Oui. Même lorsque vous êtes détenteur d'un titre de propriété, cela ne vous donne pas, ça ne vous confère pas le droit d'aller empiéter sur une emprise publique ni sur des servitudes. Et je pense que la personne qui a écrit tout à l'heure défend le monsieur. Il s'appelle comment déjà? Futa Félix. Futa Félix. D'accord. Nous y reviendrons dans les jours qui viennent. Président Badakali, merci d'avoir été là ce matin. Merci mon cher Gauss. Il faut faire attention à la sécurité du président Babou et son épouse Simone. Oui. Quand les eaux sont troublées par les troubleurs, il est facile de tuer et de mettre ça sur le dos des querelles internes. Oui. J'appelle les Ivoiriens à la sagesse. La meilleure façon de banaliser un assassinat physique du président Gbagbo et même de Simone Gbagbo, c'est de créer les conditions actuelles. Pour qu'on dise que non, ils se sont entretués parce qu'ils bagarraient entre eux. Mon cher gosse. De retour dans son pays, 10 ans après sa déportation à la CPI, l'ancien président Laurent Gbagbo a déposé au tribunal d'Abidjan une demande de divorce après 32 ans de mariage et près de 50 ans de vie commune avec Simone Yvette Gbagbo. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.